Messieurs, dames, bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous recevoir dans le carré pour un format particulier les amis. Aujourd'hui c'est la baston, aujourd'hui c'est la bagarre, aujourd'hui c'est la guéguerre. Oui, aujourd'hui messieurs, dames, c'est le clash des coachs. Dans quelques secondes, je vais recevoir deux coachs émérites, deux cofondateurs de très belles structure. Avant de commencer, avant de présenter tout le monde, déjà bonjour à tous sur le chat, ne vous inquiétez pas, on est en direct, on aura l'occasion de prendre vos questions après. Je vous salue tous, évidemment très vite, Polaris, Rafale, Étienne, Vap, Stafari, etc. Merci à tous d'être là. Avant de commencer, un grand remerciement à Monsieur Zchance44 qui a accepté de décaler un petit peu son live du lundi pour nous permettre de faire ça. Que ce soit Spinelite, Nutser ou moi, non seulement le remercie, mais en plus, évidemment, s'il veut faire une vidéo derrière de ça, on l'autorise lui, et seulement lui, à utiliser ce format-là pour le décrypter. Remerciements faits, messieurs, dames. On accueille donc... D'abord, cofondateur de Spinelite, messieurs, dames, coach émérite, c'est monsieur Raphaël Blouet. Salut Loïc, salut Romain, merci d'avoir organisé ça, je pense que ça va être intéressant. Ça va être rigolo. Vous me dites d'ailleurs dans le chat si le son est bon, etc. Hein, on peut faire encore quelques petits réglages avant de démarrer. De l'autre côté, lui aussi, coach émérite, quelques faits de gloire aussi, et cofondateur de Nutser, c'est monsieur Romain Nussmann. Bonjour Raphaël, bonjour Loïc et bonjour tout le monde. Alors les amis, bon ben déjà merci tout simplement d'être ici. Un petit rappel des faits avant qu'on démarre les questions que vous avez choisies. On va vous expliquer les règles à vous qui nous suivez. Romain, pour la 167e fois, tu as mis un message sur Facebook en disant oui, moi, je comprends pas pourquoi les gens ne sont pas d'accord avec moi. Je prends qui vous voulez en 1 contre 1. Ouais, je fais ce que je veux, c'est moi qui fais les images que j'ai envie. Je prends qui je veux en 1 contre 1, qui est chaud. Et pendant les 166 premières fois, personne n'a répondu à l'appel du Rohan. Oui, mais pour la 167e fois, un chevalier s'est dressé face au dragon et a dit « Moi, c'est comme vous voulez, c'est monsieur Raphaël Blouet. » Alors, Raph, t'as demandé évidemment à ce que ce soit sans coupure, hein, la vidéo, que ce soit en direct, qu'il n'y ait pas de montage. Donc, j'ai carrément proposé que ce soit en live, comme ça, pas de coupure, rien. Vous pouvez tous assister au débat. Vous avez chacun choisi 2 thèmes auxquels... Moi, j'en rajoute un dernier. Avant de démarrer cette émission, on a tiré au sort. C'est Raphaël qui va démarrer au niveau des questions. C'est d'abord la première question de Raphaël qu'on va avoir. On va essayer de faire entre 20 et 25 minutes par thème. Voilà, les amis. J'espère que vous allez bien dans le chat. Merci à tous déjà d'être là. N'hésitez pas à partager. Comme dirait Étienne Péquer, la baston. Oui, messieurs, dames, la baston. Dans le chat, ce qu'on veut, c'est de l'amour. Hein. Évidemment, vous pouvez poser des questions. J'hésiterai pas à leur en faire part en fin d'émission. On fait évidemment la bise à Bacchus le druide, la légende parmi les légendes qui gère ce chat. Les amis, c'est le clash des coachs. Il est 12h30 et c'est beaucoup trop tôt pour moi. Et c'est parti pour cette émission. On va démarrer par le premier thème choisi par monsieur Raphaël. Ta première question, mon Raph, tu me dis si c'était d'accord avec moi, c'est est-il possible de comparer les offres de coaching stacking? On est d'accord? C'est tout à fait ça. Mon ami, c'est toi qui décides lequel de vous deux démarre sur cette question. Je laisse la main à mon ami Romain. Eh bien, mon Romain, c'est parti. Je rappelle la question une deuxième fois. Est-il possible de comparer les offres de coaching stacking? Ouais, je vois que tu gardes le bouton, la position, donc un fait d'arme d'un joueur de poker. Ça ne m'étonne pas. tu pourrais me traiter de lâche déjà pour lancer les hostilités. Ah ouais, tout de suite. Les grands mots, et le sang, quoi.
Ce que je vais partager, c'est qu'évidemment, l'objet de cette démarche qu'on a avec Raphaël et Loïc, c'est que ce soit dans le respect, que ce n'est pas du tout une guerre dans le but de se déchirer de manière malveillante et négative. C'est vraiment dans le but de partager des points de vue potentiellement différents, mais peut-être qu'il y aura des similitudes aussi. Et on le verra au cours de ce débat. Donc, je démarre sur les offres de stacking et de coaching. Alors, je suis assez curieux justement de ta réponse, mais on verra après, vu que tu m'as donné la main. Alors déjà, moi, je me suis posé des questions sur pourquoi ce ne serait pas possible, puisqu'on peut comparer un McDonald's à un restaurant 3 étoiles, on peut comparer Harvard à une université quelconque, on peut aussi comparer un programme politique d'un candidat avec un autre. Donc, pourquoi pas aussi comparer les différentes offres de stacking, sachant que à la fois Spinelite et notre sœur, on est tous les deux des structures à vocation à former des joueurs de poker. Donc, ça a complètement du sens de faire des comparaisons d'offres de stacking, même si évidemment il y aura des différences entre chacune d'entre elles. Et c'est aussi ça qui est intéressant. D'ailleurs, je trouve ça intéressant, c'est qu'au final, la société, on a tendance quand même à chercher à comparer pas mal de choses, et puis c'est légitime, parce que ça permet d'évaluer, de valoriser ce qui est le plus pertinent pour soi. Au final, on a envie de prendre la meilleure décision quand on est dans une démarche de vouloir acheter quelque chose ou de vouloir prendre une quelconque formation. Donc, si je veux me coacher, quelle est la meilleure option pour moi et quelle est la plus judicieuse. Et donc, du coup, j'ai besoin de m'informer, de comprendre et de savoir comment fonctionnent les différentes offres. Surtout qu'en plus de ça, quand on parle de coaching, on parle de formation, ça implique l'avenir du joueur. Donc, c'est super important qu'il prenne une décision la plus pertinente possible, la plus efficace. Souvent, d'ailleurs, en tout cas, c'est le cas de mon côté, ça, je ne sais pas, Raphaël, si c'est aussi ton cas, mais il y a beaucoup de joueurs qui rejoignent notre sœur, la quasi-totalité, à part quelques exceptions, ils ont un projet professionnel derrière. Et donc, du coup, forcément, l'enjeu, la valeur de ce projet est quand même assez élevée pour ces personnes. Voilà, donc oui, on peut complètement les comparer. Et effectivement, la question, à mon sens, elle est plus sur comment les comparer que est-ce que c'est possible, quelles métriques on pourrait prendre, parce qu'effectivement, il y a toujours des métriques de vanité. Ça, c'est un fameux débat et ce n'est pas propre à celui-ci, mais de manière générale, il y a des fausses métriques aussi qui sont utilisées. Donc, du coup, on a l'impression que certaines choses ont une valeur élevée alors que ce n'est pas le cas. Et à mon sens, c'est plutôt dans cet axe-là qu'il faudrait s'orienter. Alors, avant de parler des métriques, déjà, Raph, toi, de ton côté, est-ce qu'on peut comparer les offres de coaching stacking? Ouais, pour moi, je pense que Romain a dit un truc très intéressant, c'est qu'effectivement, les enjeux sont hyper importants parce que tout le centre de ce débat, c'est au final un joueur, un aspirant professionnel ou quelqu'un qui au moins aspire à gagner de l'argent au poker, qui va prendre une décision, qui va l'engager sur un contrat d'assez longue durée, donc, et dans lesquels cette décision va découler sur des situations qui vont être très différentes selon la structure qu'il va choisir. Donc, l'enjeu, il est vraiment fondamental pour ces gens-là. Et du coup, j'ai beaucoup entendu Romain dire publiquement que notre serre était très largement supérieure à ses concurrents, que c'était la meilleure formation possible, à la fois en termes de méthode, mais aussi en termes de contenu. Et je me suis demandé, est-ce qu'il y a des éléments objectifs sur lesquels on peut s'appuyer pour aller dans le sens de Romain ou au contraire pour aller plutôt dans mon sens, à savoir celui de Spinelite? La première métrique, je vais être obligé d'en parler maintenant, ça va être les résultats financiers des deux stables. Le Sharkscope de notre serre est public. Les joueurs ont gagné à peu près 900 000 euros sur les 2 dernières années, à savoir que notre serre a été lancée en avril 2019, Spinelite a été lancé en janvier 2019, donc en termes de création, de date de création, on est très très proche l'un de l'autre. Cependant, donc notre serre 900 000 euros, Spinelite c'est à peu près 1 800 000 sur la même période sur la partie MTT, plus de 5 millions d'euros en spin dans le même temps. Donc, de ce point de vue métrique, on pourrait dire simplement, OK, débat terminé, Spinelite est largement supérieur, mais c'est un peu plus compliqué que ça, puisque effectivement, Spinelite a plus de joueurs que notre serre. Donc, simplifier de cette façon, ce serait un petit peu trop facile pour moi. Ce qu'on peut regarder, du coup, c'est une autre métrique qui parle à la plupart des joueurs de poker et j'espère la plupart des membres du chat, c'est le ROI. Le ROI est encore une fois en faveur de Spinelite. On est autour
autour de 30% de ROI moyen quand notre serre est autour de 19%. Encore une fois, je n'ai pas envie de simplifier puisque notre serre a un average buy-in qui est un peu plus élevé. Et donc, forcément, les différences de ROI vont s'expliquer en partie par cette average buy-in qui est plus élevé. Là où ça m'intéresse vraiment, donc on voit que les chiffres sont plutôt en faveur de SpinElite, mais il y a d'autres éléments qui sont importants à considérer. Et celui qui m'intéresse vraiment, c'est que notre serre opère une sélection qui est drastique. Dans ton dernier entretien avec Loïc, Romain, tu disais que pour qu'un joueur vous rejoigne, il a besoin d'avoir 1 an de dépenses devant lui, d'être gagnant, d'être motivé. Donc bref, en fait, c'est un joueur qui est déjà professionnel, qui a déjà gagné de l'argent. Et du coup, votre objectif, c'est de former ces joueurs qui sont déjà gagnants, déjà pro ou semi-pro. Alors, ouais, je t'arrête juste, excuse-moi Raphaël, parce que ce n'est pas le cas. Hein. J'évoque et des joueurs nous rejoignent et démarrent leur carrière professionnelle. Je te donne un exemple. J'ai fait un podcast récemment avec Olux qui a partagé le fait qu'il a démarré sa carrière professionnelle en rejoignant la structure. Et c'est la majorité de nos joueurs, c'est le cas. Il y en a très peu, il y en a, mais il y en a très peu qui sont concernés sur le fait qu'ils sont déjà professionnels ou profitables. Alors, il y en a qui sont profitables, mais profitables de manière à absolument pas à pouvoir vivre de leur activité. Et du coup, ces un nom de dépenses viennent pas du poker? C'est 15 000 euros pour pouvoir ne pas être dépendant de faire des résultats, et pas être dépendant des résultats qu'ils vont être amenés à faire pendant l'année. Si le joueur il est break-even à la fin de l'année, il se retrouve à avoir la possibilité de pouvoir payer ses dépenses puisqu'il aura 1 an d'avance. D'accord, mais dans la plupart des cas, tu es bien d'accord que ces 15 000 euros, ils viennent du poker? Non, non, la majorité du temps, ce n'est pas le cas. Alors après, je ne peux pas dire, je n'ai pas les datas sur combien il y en a concernés sur les financiers poker et combien il y en a, je ne sais pas. Donc, c'est variable. Je connais assez peu de gens qui ont, dans ces âges-là, disons entre 20 et 30 ans, qui ont 15 000 euros de côté, à part mes connaissances poker, et qui les mettraient. Enfin, des gens qui ont 15 000 euros de côté, il y en a un paquet, mais qui décideraient de les mettre dans un projet professionnel poker, sachant qu'ils ne les auraient pas gagnés au poker précédemment. Ça m'a l'air d'être un scénario un peu. Non, il y a pas mal de reconversions. Il y a pas mal de reconversions où les gars ont simplement économisé, tu vois, tout bêtement. Alors après, il y a souvent une partie des 15 000 euros qui est associée au poker, mais c'est pas. Alors des fois, c'est la totalité, mais comme je te dis, c'est pas du tout la majorité, quoi. Je vais pas débattre là-dessus pendant trop longtemps, mais l'idée, c'est quand même que une bonne partie d'entre eux sont déjà des joueurs bien gagnants au poker. Et certains ont réussi à mettre ces 15 000 euros de côté via le poker. L'autre différence qui est majeure, c'est que pour bénéficier pleinement du système de formation de notre serre, il faut s'expatrier au Cambodge. Sur ton site, tu dis que c'est 250% de formation en plus par rapport à la formation online. Donc, c'est un investissement qui, encore une fois, est beaucoup plus important que ce que pratique SpinElite. SpinElite, on recrute à peu près n'importe qui a un minimum de motivation et qui connaisse les règles et qui soit break-even ou break-even plus. Donc, on recrute des profils qui sont beaucoup plus larges, des gens avec un travail, ce qui n'est pas le cas pour les gens qui vont s'expatrier au Cambodge, par exemple. Et notre objectif, c'est de les emmener le plus loin possible. Quelques réussites que je peux mentionner. Il y a 3 joueurs que j'ai coachés dans les 3 dernières années qui s'approchent aujourd'hui du million de profit. Dans les 12 derniers mois, on a 2 joueurs qui ont été sponsorisés, un par Winamax, Loïc Winda, un par PMU, Michael Schwartz. En MTT, j'ai déjà mentionné les chiffres sur le Sharks Cup. Mais juste, excuse-moi, je te coupe sur une question, enfin sur un détail, Raph, quand tu parles de Winda et Blanco. Ouais. Toi, t'estimes à... Enfin, vous vous attribuez avec SpinElite combien du pourcentage de leur réussite? C'est une question grosso modo, quoi. T'estimes que c'est 50%, 70%, que c'est juste un détail? Comment tu vois ça à peu près par rapport à ton expérience? Alors, Winda, je pense que c'est 2 situations un peu différentes. Winda commençait vraiment le poker, il nous a rejoint en jouant très très bas et il a explosé. Je pense que dans ce cas-là, on peut dire que SpinElite a au moins 50% d'impact sur sa formation, en tout cas sur la rapidité avec laquelle c'est arrivé. Ok. Tout en sachant quand même qu'il a gagné
la Top Shark Academy, il faut un peu de réussite, notamment en dernière semaine. Je pense Oui. qu'avant, le meilleur va presque jamais sortir, mais en dernière semaine, il y a quand même un petit peu de réussite. Pour Blanco, c'est un peu différent parce qu'il était, lui, pour le coup, ça fait partie des rares joueurs à être semi-pro qui nous ait rejoint. Je pense que notre impact a été moins important, mais quand même bien réel. On l'a amené sur les 1K du .com assez rapidement. On l'a fait complètement, enfin en tout cas sous son contrat avec nous, il a complètement crush le .fr. C'est quelque chose, tu vois, je suis pas du tout mal à l'aise avec le fait de le mettre en avant. C'est des joueurs Spin Elite qu'on passé tout le temps d'obtention de ce contrat chez Spin Elite et même un peu de temps avant de formation. Donc, je suis très à l'aise avec le fait de dire que Spin Elite a une. Non, mais c'était une vraie question, tu vois, pour savoir comment vous voyez ça, vous, quoi. Tu vois, c'est important aussi, quoi. Donc, je vous laisse repartir. Excuse-moi, je t'ai coupé là-dessus. Pas de souci. Au-delà de ça, il y a des dizaines de joueurs qui sont passés par Spin Elite, qui ont fait des années à 100K+, depuis, pendant, après. Donc, je pense que en termes de réussite, les 3 joueurs à 1 million, les 2 contrats pro en MTT, et puis au-delà de ça, il y a aussi des joueurs comme Godnat qui n'ont pas été, Hugo Larachiche, qui n'ont pas été sponsorisés, mais qui fait de très belles performances régulièrement. On a une tonne de success story avec un modèle qui est très différent de celui de notre serre, puisque à la base, on ratisse beaucoup plus large. Et notre créneau, réellement, c'est on va être capable de transformer n'importe qui en un joueur gagnant, et pas seulement un joueur qui gagne 2-3 000 euros par mois, mais on va être capable de les amener plus loin que ça. Enfin, le dernier élément qui est important à mentionner, c'est quelles sont les équipes de coach. Et je pense à nouveau que c'est une situation qui est en faveur de Spin Elite. En MTT, on a Crazy Donkey qui joue tous les soirs, qui a beaucoup stream les high stakes du .com, qui a joué des 5K, 10K, enfin qui lance tout, bref, sur le .com. On a eu Greenstone 25, qui a un Sharkscope à 1 million sur PS.com. On travaille beaucoup avec des règles étrangers qui font des interventions pour nous. Donc, il y a Greenstone qui est coach permanent chez nous. Il y a Ape Styles, qui a un Sharkscope à 2,5 millions, qui a fait 10 heures de coaching pour nous. Sylvain Loosely, qui travaille aussi avec notre serre, mais qui a fait quelques interventions pour Spin Elite. On a Igor, qui est notre coach référent MTT, qui sort d'une année à 300K à coût de dizaines de perfs à plus de $10 000. Bref, je pense qu'il y a les résultats des joueurs qui sont importants, et s'ils sont publics, c'est tant mieux parce qu'on va pouvoir les analyser, se dire est-ce que ça correspond à ce que je recherche, mais il y a aussi l'équipe de coach qui, elle aussi, est publique. Et le dernier point que je vais aborder très rapidement, c'est j'ai entendu Romain mentionner qu'à Vegas, donc tous les joueurs étaient stackés à 50-50 et que c'était un super deal parce que s'il perd, il perd rien, et s'il gagne, il prend quand même 50% des profits. Hugo Larachiche, que je mentionnais précédemment, a fait son Vegas au mois de novembre. On n'a pas pu envoyer autant de joueurs que prévu à cause d'une situation sanitaire particulièrement compliquée. Était lui à 65-35 à sa faveur. Globalement, nos joueurs atteignent très rapidement des deals autour des 60-40, 70-30 en MTT, et en spin, c'est encore bien plus intéressant que ça. Donc, je pense que c'est aussi un facteur qui doit rentrer dans les décisions du joueur. Combien d'argent est-ce que je vais récupérer sur ce que je gagne? Et est-ce que le montant que je donne à la structure est en rapport avec la qualité du coaching que je reçois et les résultats que je peux espérer? Voilà, c'était mon avis sur la comparaison. Juste un détail que je viens de voir passer dans le chat pour la petite question. Les 300K dont tu parles, etc., c'est net ou c'est brut? C'est net, ouais. Okay. Je pense que je sais pas du tout. Tu avais posé la même question à Romain la dernière fois dans ton entretien sur son mois de novembre à 180K. Ouais, c'est pour ça que je demande à chaque fois, tu vois, pour bien être sûr. Je crois pas que ça existe de parler de brut maintenant, parce que ça n'a pas vraiment de valeur de parler de brut. Enfin, ça pourrait être intéressant pour mettre son coaching en valeur, de mettre ses gains bruts en MTT. Ouais, mais aujourd'hui, tout le monde est formé pour savoir que les gains bruts n'ont pas de valeur. Donc, je pense que ça pourrait marcher il y a 10 ans, ça ne marche plus aujourd'hui. Enfin, si quelqu'un met les gains bruts, il va se faire déchirer. C'était d'ailleurs le classement Pocket 5 qui fonctionnait de cette manière, quoi. Oui. Donc, Romain, à toi de répondre à tout ça. Alors déjà, je ne réagirai pas sur ton sujet sur les coachs, sur la pertinence des coachs, puisqu'il y a une question qui est dédiée à ça.
qu'est-ce qu'un bon coach. Donc, je te propose qu'on en parle après. Parce que on pourra en parler, sans souci. Pour pouvoir comparer, parce que là, tu veux comparer justement la qualité du coaching, avant de la comparer, il faut savoir justement déterminer qu'est-ce que c'est qu'un bon coach. Ensuite, je voulais pas te couper, donc c'est pour ça que je t'ai laissé. Il y a quelques infos que tu as annoncées qui étaient un peu erronées, ou en tout cas pas tout à fait proches exactement de la réalité. On a certes ouvert le centre en avril 2019, notre sœur, mais on a réellement commencé en septembre. C'est-à-dire il y a eu, comme très souvent dans les structurations, il y a une latence, le temps qu'on se forme et qu'on se mette en place, d'autant plus que nous, on est live, donc ça prend beaucoup de temps. Je crois je ne sais plus exactement combien on était, mais les joueurs, tu vois, entre avril et septembre, je crois que j'avais 4 ou 5 joueurs, donc c'était vraiment la phase bêta, en quelque sorte. Tu ne peux pas vraiment me reprocher ça dans la mesure où votre alias Sharkscope commence à cette date-là et que ce temps de latence est aussi appliqué à Spin Elite. Ouais, parce que notre ambition de montrer publiquement nos datas, elle est tout simplement pour les joueurs, elle est avant tout pour les joueurs pour pouvoir voir leur propre évolution et pour le fait d'être transparent avec le public et avec les gens qui souhaitent nous rencontrer. Est-ce que vous avez publié? Est-ce que c'est accessible aux datas sur vos gains et vos profits? SE espace MTT. Ok. Ok. Parce qu'à l'époque, ça ne l'était pas. Après, sur la totalité des chiffres que tu as évoqués, moi, je ne les ai pas, donc je ne peux pas aller les confirmer ou les infirmer sur ce que tu as évoqué. Ensuite, concernant justement ton choix de faire la comparaison avec les résultats, c'est une erreur qui est assez fréquente en fait de faire ça, c'est-à-dire de prendre en statistique des données sans les mettre en corrélation avec un contexte et un sens. C'est-à-dire prendre une statistique sans donner du sens, ça n'a pas de valeur. C'est exactement la même erreur que certains joueurs de poker font avec le HUD en prenant le VPIP PFR sans associer le sens et les corrélations avec les autres statistiques. Et donc, ce qui est très important, c'est de comprendre quelle est la démarche et quelle est la stratégie auprès de chacun des joueurs qu'on va former pour pouvoir comprendre quel est le processus qu'il va avoir tout au long de sa formation. Et là, justement, si tu es informé, et ça je ne le sais pas, en tout cas je vais te partager cette information, on a une stratégie long terme. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas du tout dans une démarche de générer des profits avec les joueurs, on est dans une démarche de construire un projet. Et donc, en conséquence, en fait, on ne va pas réfléchir à comment le joueur va générer le plus d'argent, on va réfléchir à comment il va progresser le plus efficacement possible. Ce qui veut dire, c'est qu'on se retrouve à mettre le joueur dans des conditions de jeu où il n'est pas amené à pouvoir pleinement générer un maximum de profit. On a un système justement d'entraînement et d'apprentissage qui va les amener potentiellement à jouer des sessions dans des états de fatigue élevés pour apprendre à gérer le stress de manière plus conséquente ou pour apprendre à gérer l'état de fatigue également. Et ça a un impact évidemment sur l'intensité et le focus. Donc forcément, là, le joueur, tu me diras, et tu as raison, quand on fait ça, on perd de l'argent. Mais ce n'est pas une perte d'argent en direct, c'est un investissement, puisqu'on part du principe que si le joueur priorise sa formation, son apprentissage, dans tous les cas, il va récupérer cet argent investi. Il le récupérera sur une échéance plus longue, pas à court terme, mais il le récupérera. Je suis désolé, mais c'est la plus belle explication que j'ai entendue de ma vie. Nos joueurs n'ont pas les résultats financiers qu'on pourrait attendre d'eux parce qu'on les fait jouer dans des conditions de fatigue extrême pour les entraîner. Mais comment c'est possible de dire ça? Je comprends pas. Ils ont pas. J'ai pas dit qu'ils n'avaient pas les résultats attendus. Je t'ai absolument pas dit ça. Je t'ai dit que le projet auprès de tous nos joueurs, c'est pas de générer un maximum de profit, c'est pas les objectifs qui sont fixés, c'est d'avoir une marge d'apprentissage la plus efficace possible. C'est pas du tout un objectif identique, et donc du coup il y aura des conséquences qui seront pas les mêmes. Si tu veux gagner le plus d'argent et que tu es un bon stratège, tu es efficace, tu ne vas pas générer les mêmes actions, tu ne vas pas avoir la même stratégie, le même plan que si tu es dans un objectif de max apprentissage. Je fais partie, par exemple, je te donne un exemple concret, je fais partie des joueurs de poker professionnels qui ont le moins de volume dans leur carrière. J'ai un volume très faible parce que justement, j'ai une stratégie très orientée sur l'acquisition de compétences et donc je passe beaucoup de temps à m'entraîner et à apprendre et donc du coup, je passe moins de temps à grinder. Mais plus les gens s'entraînent, et en fait, moi, sur l'histoire de la fatigue, je trouve ça un peu ridicule. Par contre, sur l'entraînement,
c'est évidemment une donnée qui est importante et passer du temps hors table, c'est un investissement que tu fais. Par contre, dire que c'est un investissement sur, on verra les résultats des heures que tu es en train de passer hors table dans 5 ans et à ce moment-là, on pourra juger réellement de la pertinence du programme, bah, c'est un peu se voiler la face, quoi. Je pense que un mec qui bosse beaucoup et efficacement, tu peux le voir décoller en 2-3 mois, quoi. Et ça Là, drive. ouais, mais là, tu dis ça, c'est parce que tu manques de connaissances sur la compréhension de l'apprentissage et comment fonctionne ça, parce que tu dirais pas ça sinon. Il y a quelque chose qui est intéressant sur la courbe de notre sœur, justement, parce que ça se voit, en fait, et parce qu'effectivement, il y a des datas, c'est que tu vois que la courbe, elle est assez plate au début et elle est de plus en plus progressive en montée. Voilà. Bah, ça c'est représentatif, justement, du fait d'avoir des cycles, des phases de cycle, et ça c'est utilisé dans les apprentissages, des cycles de performance et des cycles d'entraînement. Et dans tes cycles d'entraînement, si tu as un objectif de ne pas chercher de la performance, mais de chercher à progresser le plus efficacement possible, bah, tu vas possiblement, ce n'est pas nécessaire, mais tu vas possiblement impacter tes résultats directs. Très bien. Bon, on sera pas d'accord sur ce sujet. Moi, j'ai la conviction que les résultats sont beaucoup plus rapides à obtenir que ce que tu sembles penser. Ouais. Alors, tu vois, il y a une métrique justement par rapport à ce que tu dis, et après je te redonne la main. Quand tu parles du nombre de personnes qui ont réussi dans Spin Elite, tu vois, alors je ne sais pas, tu ne l'as pas évoqué, mais effectivement, il y a des joueurs dans Spin Elite qui ont réussi, et évidemment, j'ai aucun doute que Spin Elite permet aux joueurs de progresser et de se former. Ça c'est pas là le débat. La question, c'est justement quelles sont les différentes options offertes par les joueurs et quelles sont les plus efficaces. Parce qu'entre rien et Spin Elite, ça, je n'ai aucun problème, je te rejoindrai toujours pour dire que le joueur a plutôt intérêt à rejoindre Spin Elite. Après, ouais, donc la data sur l'efficacité potentielle, la métrique sur l'efficacité potentielle de tes joueurs, ce qui est important, c'est de faire aussi un global, c'est-à-dire combien de joueurs ont réussi de manière très forte versus combien de joueurs ont réussi de manière modérée versus combien de joueurs n'ont pas réussi. Je te donne un exemple. La quasi-totalité, donc ce n'est pas 100%, mais ça tend sur les joueurs qu'on a, atteignent leur objectif et sont pros. Alors après, ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement continuer leur carrière pro à la fin de leur contrat. Enfin, il y en a la majorité, hein, mais on a eu des exceptions. Il y en a, il a voulu arrêter le poker. C'est son choix. Donc, tu penses qu'il y a des gens qui sont au Cambodge, là, qui ne sont pas pros qui sont en train de se former. Mais il y en a qui ne sont pas pros, ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour générer assez de revenus pour pouvoir en vivre. Donc, ils ont tout abandonné Enfin, alors ça dépend des profils, mais pour certains, j'imagine qu'ils ont abandonné une vie familiale, une vie sociale plus généralement. Ils sont entourés 24 heures sur 24 de joueurs de poker, de coachs, et ils ne sont pas encore en mesure de générer des profits. Après quelques mois. Après quelques mois, ils génèrent des profits, mais ce n'est pas pareil de générer 500 ou 200 euros par mois versus générer 1500, 2000 euros par mois. Enfin, une annuelle, des résultats annuels 20 000 ou des résultats annuels 5 000, ce n'est pas la même chose. Moi, ça me paraît sidérant quand même parce que je suis convaincu. Là, je fais une coloc pendant 3 mois avec des joueurs qui sont break-even en spin 10 euros. Je passe 3 mois avec eux en permanence. À la fin des 3 mois, ils gagnent au moins 5 000 euros par mois, quoi. Il n'y a même pas de débat, quoi. Et c'est sûr à 100%. Alors, je ne peux pas te dire ça, puisque là, tu parles des spins. Ce n'est pas du tout les spins. Pour le coup, tu vois, on n'en a pas. Je suis d'accord que ça change un petit peu. Ouais. Et par contre, tu vois, je veux bien imaginer que c'est possible. Alors, peut-être 5 000 euros, c'est peut-être pas sûr. Après, c'est peut-être pas tous les profils. Mais je veux bien envisager que la progression, le temps nécessaire pour se former en spin et être profitable est plus court. Après, c'est le format qui est plus simple, qui a des conditions différentes que le MTT. Donc, pourquoi pas? Mais c'est différent dans le sens où, pour le coup, notre sœur ne s'oriente pas du tout sur les spins aujourd'hui. Peut-être plus tard, mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un modèle qui est actuellement mis en place sur notre sœur. Et tu vois, sur les métriques, tu parlais de métriques. Tu aimes bien les chiffres. Après, effectivement, hein, c'est important de voir les résultats, mais comme je l'ai dit, les résultats, il faut savoir comment les regarder, comment les comprendre,
parce que si forcément tu ne sais pas comment les comprendre, ça va être compliqué de pouvoir les comparer avec d'autres. Il y a des métriques qui sont intéressantes, c'est le projet de la structure et aussi qu'est-ce qu'elle apporte aux joueurs, qu'est-ce qu'elle propose aux joueurs comme avantage. Tu vois, allez, et justement, bon, tu as parlé de Hugo sur le Team Pro Live, tu vois, pour le coup, ça c'est quelque chose qu'on a été les premiers à faire et je suis très fier qu'on ait pu réussir à le faire, ce projet. L'idée à travers le Team Pro Live, c'est de donner la possibilité à tous les joueurs, une fois qu'ils sont formés, de pouvoir réaliser un projet qui leur tient très souvent à cœur dans le tournoi, c'est d'avoir la possibilité d'aller jouer en live. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui permet aux joueurs de se projeter, de se dire, OK, je vais commencer ma carrière, j'ai rien fait, et progressivement, je vais devenir de plus en plus fort, je vais remonter des limites et je vais possiblement aussi aller sur le circuit live. Est-ce que tu veux réagir? Je te donne un peu la main. J'ai aucun problème là-dessus. Enfin, de toute façon, nos joueurs NTT, le but, c'est évidemment qu'ils jouent les parties les plus intéressantes. S'il y a des beaux tournois en live, bah, notre objectif, ce serait de mettre 50 personnes sur le main event, évidemment. C'est quelque chose qui est très clair pour eux comme pour nous, et c'est une possibilité qui est toujours ouverte. On n'en fait pas une communication parce que, publique, en tout cas, parce que bah, ça semble évident pour nous. Et c'est pour ça que j'étais un peu surpris aussi quand j'ai entendu c'est la première équipe du monde à partir et à jouer en live ensemble. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est fait beaucoup de fois, même en France. ATM l'a fait. Alors justement, là, si tu dis d'ATM, ils l'ont fait de manière les amis, parcimonieuse. Je vous coupe parce que là, vous êtes partis bien au-delà de la première question. Alors, je vais recentrer le débat. Pour ceux qui me voient me marrer, le chat est de très très grande qualité. Ce midi, je vois que le midi, vous êtes... C'est ironique ou c'est réel? Non, un peu les deux. Il y a de très très beaux moments. Ça fait 10 minutes que je me fends la gueule. Et non, je n'ai pas ouvert de table de PLO à côté de leur discours. C'était très drôle. Je recentre un peu le débat parce que là, vous êtes partis un peu sur plein de thèmes. Je pense que la première question, on y a quand même déjà largement répondu. On a mis presque une demi-heure. Autant vous dire que l'émission va durer 5 heures. Si ça vous va, on va partir plutôt sur la deuxième pour continuer à compléter le débat. La deuxième, c'est donc la première question de monsieur Romain Nussmann. Quel est le meilleur système d'apprentissage pour former un joueur de poker? Romain, à toi de décider qui commence. Vas-y, Raph, chacun son tour. Allez, Raph, au boulot. C'est de bonne guerre. Ouais, en fait, quand j'ai eu cette question de ta part, j'ai un peu compris ce qui est, à mon avis, ton erreur de raisonnement, c'est que ça a du sens de parler de système d'apprentissage et de le mettre au centre du projet dans pas mal de domaines. Si par exemple, je voulais apprendre l'étape de multiplication à mon fils, je pourrais me poser la question, quelle va être la manière la plus efficace de le faire? Quelle va être la manière de faire en sorte qu'ils s'en souviennent le plus longtemps, qu'ils les apprennent le plus rapidement? Il y a tout un tas de métriques à nouveau qu'on pourrait utiliser pour essayer de déterminer en tout cas quelle va être la manière la plus efficace de le faire. La lecture aussi, il y a la méthode globale, la méthode syllabique qu'on fait de grands débats au sein même de l'éducation nationale pendant des décennies. L'objectif, c'est d'apprendre une compétence qui est finie, entre guillemets. Donc, une fois que tu sais lire, tu sais lire. Une fois que tu connais tes tables de multiplication, tu les connais. Et de trouver la manière la plus efficace de l'apprendre. Et le problème, c'est que c'est tentant de réfléchir comme ça pour le poker, mais au poker, ce n'est pas le système d'apprentissage qui a la valeur, c'est le contenu, c'est ce qu'on apprend justement qui a de la valeur. Et c'est ça qui va être différent entre un coach qui défonce toutes les parties qu'il joue, qui joue les games les plus chers du monde. Je pourrais prendre l'exemple d'un Michael Adamo, par exemple. Ça ne va pas du tout avoir le même effet d'être coaché par Michael Adamo que par moi. Il aura beau avoir une pédagogie qui sera peut-être inférieure à la mienne parce qu'il a moins d'expérience dans le coaching, parce que ça le saoule, ça ne le passionne pas, etc. Il va quand même être capable de transmettre des infos que seul lui a. Ça va être vraiment le seul sur la planète à avoir ces informations-là. Et c'est en ça que le poker est très différent des domaines que je citais précédemment, comme les langues, la lecture ou les maths. Ensuite, à nouveau... Juste, Raph, si je résume ce que tu veux dire là, pour bien comprendre, c'est que toi, tu dis qu'un coach, même s'il est un peu moins bon en tant que coach, tant qu'il est meilleur en tant que joueur, il apprendra plus de choses.
Je dis que le principal, c'est le contenu. Oui, voilà. Et qu'après, la manière de transmettre le contenu va être importante, mais que si le contenu est de mauvaise qualité, mais que la méthode est bonne, ça sert à rien. Quoi. Mais ce que tu veux dire, c'est de mauvaise qualité ou juste inférieure? C'est ça que je veux comprendre. Pour moi, si un contenu est inférieur à l'autre, en fait, il est de mauvaise qualité par rapport à l'autre. Tu vois, c'est pas forcément de mauvaise qualité de façon objective. Oui, c'est moins bon, quoi. C'est juste moins bon. C'est moins bon. Oui, ok. Je te laisse continuer. Ouais, et du coup, vraiment, c'est important de faire cette distinction-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se focaliser sur comment transmettre au mieux les informations. C'est une question qui est importante. Mais si moi, je peux passer 2 heures à trouver des informations qui vont avoir une valeur plus importante, ou alors 2 heures à essayer de réfléchir à comment transmettre les informations que j'ai déjà en ma possession, donc mon niveau de jeu aujourd'hui, ma compréhension du jeu telle qu'elle est aujourd'hui, il est évident pour moi que ces 2 heures vont être mieux utilisées à essayer de trouver de nouvelles idées, de nouvelles façons de gagner de l'edge, de nouvelles façons de gagner du win rate et de progresser. Sur quoi tu te bases, Raphaël? Parce que tu dis qu'il est évident pour toi, mais sur quoi tu te bases pour donner cette évidence? Le troisième point que je voulais donner là-dessus, c'est que le meilleur système d'apprentissage, c'est celui qui fonctionne. Et si tu as les éléments qui te permettent de dire ça fonctionne, à savoir j'ai un joueur qui a commencé chez moi en 5 euros et qui 3 ans plus tard a gagné plus d'1 million d'euros, bon, a priori, ça fonctionne. Si c'est un schéma qui a été répété sur l'immense majorité des joueurs qui sont passés par, alors pas dans des proportions aussi élevé, je ne veux pas qu'on déforme mes propos, le système fonctionne. Et ça prouve que cette méthode est la bonne puisque les résultats sont excellents. Et peut-être qu'elle pourrait être améliorée un petit peu en réfléchissant aux meilleurs moyens de transmission, c'est certain. Et je ne suis pas du tout un expert là-dessus, je ne vais jamais le revendiquer. Mais les résultats permettent simplement d'établir que le système fonctionne. Enfin, le dernier point, c'est qu'on a affaire à des profils qui sont hyper différents, qui ont des âges très différents, qui ont des façons de réfléchir qui vont aussi varier du tout au tout. Et considérer qu'il va y avoir un système qui va être capable de tirer le meilleur de chaque individu, ça me paraît être une assez grosse erreur. Et je ne m'enfermerai pas dans ce genre de raisonnement en disant il y a un système d'apprentissage qui est bien meilleur que les autres. Ça m'a l'air d'être un peu vrai à l'échec. Et pourquoi? Parce que tu donnes une affirmative, mais tu ne donnes pas d'explication. Parce qu'on a les meilleurs résultats du marché, parce que... Ok, alors je te donne un exemple. Harvard, d'accord? Est-ce qu'ils ont les meilleurs résultats du marché? En tant que joueur de poker, je ne crois pas, non. Non, mais sur la formation, puisque là, c'est pareil, on parle d'apprentissage, on parle d'enseignement. Est-ce qu'ils ont les meilleurs résultats? Ou même, tu vois, regarde, je vais même te donner un exemple. Si tu veux, dans le poker, est-ce que BitBee a les meilleurs résultats du marché? En termes de chiffres, c'est clair que oui. Ils ont aussi amené des joueurs au top niveau. Après, je connais, tu vois, j'ai pas trop d'infos sur BitBee. J'en ai plus sur moi que sur eux. Ok. Bah ouais, mais alors, tu vois, tu es en train de donner en fait une conclusion, comme quoi c'est un fait, c'est ça, alors que tu n'as pas été t'informer sur l'ensemble des intervenants pour le savoir. Alors, en plus, ce qui est marrant, c'est que tu as Jonathan aussi qui est avec toi, enfin, tu t'en parlais tout à l'heure, qui avait eu la possibilité d'avoir des interventions. J'ai discuté avec lui, tu vois, pour le coup. Et j'ai parlé, on a discuté tout simplement de comment fonctionnait tu parles de DBZ stacking. F-Style, ouais. Pardon. Excuse-moi, ouais, F-Styles. Et donc, du coup, on a discuté et effectivement, je lui ai expliqué le système de notre sœur. Il m'a partagé aussi ce qu'il faisait et effectivement, il était assez étonné de ce qu'on faisait et qu'eux avaient mis de côté un peu le stacking. Justement, pour plusieurs raisons, il m'en a évoqué quelques-unes que je garderai pour moi et qui le concernent pour lui. Pareil pour BitBee, s'ils ont arrêté, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des problèmes dans le système. Il en a parlé, de toute façon, Patrick Léonard, sur ceux que ça intéresse, il y a un podcast qui explique les raisons pour lesquelles ils n'ont pas trouvé un système viable. Ils continuent sous une autre forme, mais ça n'a pas fonctionné comme ils le souhaitaient. Donc ouais, c'est étonnant que tu donnes cette affirmative alors que tu vois, tu n'as pas été regarder ce qui se faisait pour savoir si effectivement c'était le cas ou pas, quoi.
Je sais juste, je vois pas trop en quoi c'est important les échecs de BitBee et de BBZ, sachant que chez nous ça fonctionne. Je sais pas si. Ouais, mais c'est pareil. En fait, si tu veux, le problème, c'est que tu te retrouves confronté à la possibilité de faire un biais de l'illusion de corrélation. C'est-à-dire que tu estimes que ça marche et que si ça marche, c'est pour cette raison. Ce n'est pas nécessairement cette raison qui est la conséquence des résultats du joueur. Ça peut être une autre. Ça peut être même un événement aléatoire. Là, je te donne un exemple. Non, ça peut être un événement aléatoire. Parce que tu vois, tu parlais de nombre de personnes. Mais tu penses pas que c'est un peu facile tes arguments qui sont toujours. Oui, mais peut-être qu'il y a la possibilité que tes résultats n'aient rien à voir avec d'autres que la chance, que mes résultats à moi qui sont moins bons soient liés simplement à une stratégie à long terme, on verra dans 5 ans. C'est trop facile, Romain. Alors justement, c'est pour ça que je te parle d'un élément qui est important, c'est le nombre de personnes que tu as. Parce que si tu as 200 personnes et que tu vas former, la probabilité que tu en aies quelques-uns qui marchent, elle est quand même vachement plus élevée statistiquement que si tu as 10 joueurs et que les 10 vont réussir. Alors, pas forcément de manière aussi forte les 10 les uns que les autres, mais que si les 10 vont réussir. Parce que si tu en as 200, ok, tu acceptes, tu en as 50 qui échouent, 50 qui marchent moyen, 50 qui marchent bien et 50 qui marchent très bien. Forcément, en accumulant le nombre de joueurs, tu vas forcément avoir des joueurs qui vont réussir. Je suis bien d'accord avec toi, mais ce n'est pas la réalité. De quoi c'est pas la réalité? On n'a pas de joueurs qui échouent comme tu sembles le penser. Tu penses qu'on fait par exemple moitié-moitié et qu'on sacrifie la moitié pour maximiser les profits de la moitié supérieure. Ce n'est pas le cas du tout. On essaye de tirer le maximum de chacun. Et tu parlais dans tes podcasts récents du fait qu'il y avait assez peu d'échecs et que quand il y avait des échecs, tu disais que c'était ta responsabilité. Je suis dans la même démarche et mon but, c'est qu'il y en ait le moins possible et il y en a très peu. Des échecs, ça, tu me le dis, tu vois, mais évidemment, je ne peux pas l'évoquer. C'est aussi C'est comme quand tu nous dis dans 5 ans, on pourra juger les résultats de notre serre. On peut déjà les juger, on peut les juger au quotidien. Il n'y a pas nécessairement besoin d'attendre 5 ans pour les juger, les évaluer. Pour revenir sur le sujet, puisque je suis intervenu, tu avais terminé ou tu voulais ajouter autre chose? Ouais, j'avais fini. Ok. Donc, moi j'ai un souci sur ce que tu dis, c'est que en fait, tu donnes ton avis sur ce que c'est que l'apprentissage, mais tu te bases sur ton ressenti, sur uniquement ce que tu estimes être pertinent et c'est tout. Donc ça me pose un souci dans le sens où justement l'apprentissage est extrêmement complexe. D'ailleurs, il est assez évolutif. J'invite tout le monde, si ça vous intéresse, il y en a plusieurs des ouvrages, mais celui-ci me semble le plus facile en termes d'introduction. C'est François Tadei sur l'apprentissage du 21e siècle qui met justement en avant les différentes méthodes d'apprentissage. Il ne fait pas que ça, mais il met en avant les différentes méthodes d'apprentissage et il propose justement, lui, ce qui lui semble le plus pertinent en termes d'apprentissage efficace, qui est orienté non pas sur le fait qu'on donne des informations, comme tu es en train d'évoquer, donc là, il s'oppose à toi, mais il met en avant sur l'importance, en fait, de créer le processus de réflexion chez l'individu pour qu'il soit en capacité à aller chercher l'information. Et je ne sais pas si ça te parle, la méthode maotique, elle s'appelle, après, c'est un nom comme un autre. Et en l'occurrence, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à le regarder. Et il y a quelque chose d'autre aussi qui est intéressant que Tadei met en avant, parce que pour le coup, c'est un scientifique, mais qui est très orienté sur l'apprentissage. Il essaie de comprendre comment fonctionne l'apprentissage humain. Et il parle d'interdisciplinarité. Alors, je ne sais pas si ça te parle, où le concept, en fait, c'est de prendre n'importe quelle discipline et d'essayer de comprendre quelles sont l'ensemble des disciplines qui sont corrélées à cette même discipline. Parce qu'il n'y a pas une seule discipline. Tu fais des maths, il n'y a pas que des maths. Tu fais de la bio, il n'y a pas que de la bio. Le poker, c'est pareil. Tu fais du poker, il y a de la technique, il y a de la stratégie, il y a de la tactique, il y a aussi du mental. Et dans le mental, c'est extrêmement vaste. Donc, il y a capacité d'intensité, gestion des émotions, gestion de la difficulté, gestion d'un projet, etc. Donc, il y a beaucoup de disciplines. Et justement, l'apprentissage efficace va essayer de rechercher à comprendre l'ensemble des disciplines liées à une discipline globale, à une activité, et il va les traiter toutes, au maximum possible, évidemment. Ensuite, effectivement, il y a plusieurs méthodes. Quand tu dis il y a la méthode qui marche, c'est celle qui a du résultat. Alors après, oui et non, ça dépend, parce qu'elles peuvent toutes avoir du résultat, mais elles peuvent avoir des résultats moins bons que d'autres. C'est comme un joueur de poker peut être bon, mais il y en a un qui peut être meilleur et il aura des meilleurs résultats.
Ensuite, sur l'apprentissage, ce qui est important, c'est donner du sens pour nourrir la motivation et impacter la concentration et l'engagement du joueur. Ça, c'est super important dans l'apprentissage puisque, en gros, ça revient à la passion, ça revient au fait qu'il a envie de réaliser son projet et s'il n'a pas d'envie, de motivation, il pourra à court terme fonctionner, mais à moyen long terme, ça pourrait être problématique. Et en l'occurrence, l'objet qu'on a au sein de Nutser, pour donner un exemple concret, c'est très important pour nous que le joueur à la fois réalise son projet professionnel, mais soit en capacité à le développer sur du long terme et pas à se retrouver, comme on a très souvent, où le joueur professionnel a une durée de vie limitée. Il fait quelques années, après il disparaît. L'idée, c'est vraiment que, ou en tout cas, s'il disparaît, c'est pour une raison forte et profonde, avec un sens profond, et qui réussira à pivoter sur un projet autre que celui du poker. Donc après, sur le système, justement, quel est le meilleur système? Le plus important, c'est créer un environnement social riche, parce que ça amène de l'interaction, ça amène de l'échange, de l'humain. Et donc, c'est pour ça aussi qu'avec notre sœur, on a fait ce système-là, esprit d'équipe. Et c'est pour ça qu'on a été les seuls à partir sur un système en live, puisque le principe du distanciel est assez limitant dans la capacité à pouvoir échanger et avoir un environnement social. Alors, sur le système social, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, au contraire, je pense que le modèle de Nutser est quand même assez pénalisant socialement, dans le sens où, certes, tu te rapproches de gens qui ont les mêmes ambitions que toi, en tout cas, qui ont envie de jouer au poker comme toi et qui ont du coup un projet de vie assez similaire dans les grandes largeurs. Tu t'éloignes quand même de beaucoup de gens, à la fois géographiquement, mais aussi en termes de fuseau horaire. Tu te retrouves complètement coupé de ta famille, de tes amis, c'est très compliqué, quoi. Je suis pas sûr que tu puisses dire que socialement, les gens qui rejoignent le centre, ils gagnent, quoi. Tout ça, c'est toi, c'est personnel, c'est ta valeur et ta manière de voir le côté social. Moi, personnellement, le côté social, c'est d'être en interaction avec des personnes que j'apprécie, qui ont des objectifs qui sont proches de moi, qui ont des projets qui sont proches de moi, et de pouvoir échanger et discuter au quotidien. Bien sûr, un joueur de poker en général, il va être tout seul. Tu peux pas mettre Nutser en avant en disant c'est un truc qui socialement est hyper bénéfique. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour des gens, ça va être intéressant. Et tu citais notamment ton cas en disant que toi, ça te motive, ça te stimule. Mais c'est quand même un truc qui… Vas-y. Je te donne des exemples concrets. Harvard, tous ceux qui ont des ambitions qui est associé à Harvard, ils donneraient n'importe quoi pour pouvoir y accéder et partir à l'autre bout du monde à Harvard et aller étudier. Un centre de formation de football, c'est la même chose. Je te donne l'exemple de Griezmann. Il est parti très jeune de chez sa famille. Oui, c'était difficile, mais c'était son rêve. Il est parti parce qu'il avait un projet, il voulait le réaliser. Donc après, est-ce que socialement, il l'avait pas, il l'avait différemment? Il avait différemment sur. Alors après, effectivement, après, excusez-moi, je vous coupe. Freddy note quelque chose, je suis assez d'accord avec lui. Harvard, il y a des meufs. Et moi, personnellement, c'est moins loin d'aller à Harvard qu'au Cambodge, quand même, Romain. Là, c'est moins atypique, quand même, quoi. Il y a des meufs au Cambodge. Il y a des meufs partout. Hein. Enfin, je ne sais pas quelle est la vision, la perception des gens du Cambodge, mais c'est une ville comme une autre. Hein. Tu es d'accord que tu peux supposer quand même que les gens vont trouver ça plus aventureux d'aller au Cambodge que d'aller en Angleterre ou aux États-Unis? C'est des préjugés, c'est des blocages psychologiques. On a plusieurs joueurs qui se sont mis en couple, ça se passe très bien. Après, c'est des couples. En fait, ça, c'est le quotidien, que ce soit au Cambodge, à Pétaouchnok ou au Brésil, c'est la même chose. Alors après, si tu préfères les Asiatiques ou les Latines, ça, c'est chacun son goût, quoi, j'ai envie de dire. Donc, c'est encore un autre sujet. Mais je ne remettais pas en question le fait que ça puisse correspondre à des gens comme toi ou Griezmann, c'était son rêve, effectivement. Mais ce n'est pas du tout positif socialement, un projet comme Nutser, quoi. Là, c'est là où tu te trompes, justement. Ça dépend quelle est la manière dont tu vois. Ça dépend. Mais moi, je te donne un exemple qui est concret par rapport à ça. Il y a quand même de nombreux joueurs, je ne sais pas si tu t'es déjà renseigné, il y a quand même de nombreux joueurs qui évoquent le fait qu'ils ont un problème de valeur sur le fait que ce n'est pas social, ils ont l'impression d'être des geeks, tu vois, de faire leur truc de leur côté, de manquer d'ouverture sur d'autres choses que le poker. Et là, tu vois, justement, c'est exactement le cas. On est dans une équipe, on est dans un environnement où il y a plein de gars qui vivent une aventure humaine et riche.
Et du coup, on partage des choses à la fois avec le poker, mais pas que le poker. Tu vois, au final, c'est une communauté où on est tous ensemble et c'est notre environnement social. Et on se fait des potes. On est tous. Après, il y a des affinités différentes, mais on est tous potes et on s'entend tous bien. Donc, toi, tu choisis un environnement social qui correspond à ce que tu as envie. Peut-être qu'effectivement, c'est le cas de certaines personnes. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui veulent un environnement social qui est beaucoup plus vaste que celui que tu as. Je te donne un autre exemple, tu vois, qui va être concret. Je ne sais pas si tu connais. Plutôt court, s'il te plaît, mon Romain, parce qu'on a des gros sujets encore. Ouais, c'était le dernier. Je te donne un autre exemple. Je ne sais pas si tu connais, j'ai déjà cité plusieurs fois parce que tu me parlais de certaines vidéos. C'est Thomas Samut, qui justement est l'un de mes coachs principaux, qui lui a structuré avec Romain Barnier le meilleur centre de formation des nageurs de haut niveau. Évidemment, il ne coach pas que des nageurs, il coach tous les athlètes catégories confondues. Il a un palmarès incroyable de plus de 150 champions du monde et champions olympiques. Et justement, leur système de centre de formation, c'est exactement la même chose. C'est créer un écosystème, un environnement, mettre au cœur de ce projet l'intelligence collective de manière à ce que l'ensemble des athlètes soient dans les meilleures conditions pour performer. Et d'ailleurs, c'est pareil, Google fait un peu la même chose avec leur village Google, ça revient un peu à la même chose, où l'idée, c'est de regrouper un ensemble d'individus performants pour pouvoir créer un projet commun et faire un truc de fou. Ok, messieurs, je vous propose qu'on passe à la troisième question. C'est la deuxième question qu'a choisi Monsieur Raph. La question est simple. Devenir pro, oui, mais à quelles conditions? Raph, est-ce que tu ouvres ta question? On va garder le thème, on va toujours rester en position. On va rester en position. Très bien. Alors, Romain, c'est toi qui démarres sur cette question. Devenir pro, oui, mais à quelles conditions? Alors, je ne sais pas si tu fais référence à la vidéo que j'ai faite sur devenir pro, c'est facile. Ah, moi, je fais référence à rien. C'est vous qui avez choisi les questions. Ouais, non, je parle à Rafa. Je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, si ce n'est pas le cas, peu importe, je vous invite à aller regarder parce que je parle des conditions pour devenir professionnel. Alors, pas toutes les conditions, mais j'en parle un peu. Donc, si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo. Après, ce qui est important sur quelles conditions pour devenir pro, c'est les conditions, en fait, elles sont différentes en fonction du projet du joueur. Donc, au final, elles varient. Chacun a son projet et chacun aura des conditions différentes. C'est à chacun de déterminer ses objectifs, d'identifier les conditions qu'il a besoin afin de réussir à les réaliser. Donc après, il y a deux possibilités, et ça, c'est un débat qui est extrêmement complexe, je trouve, c'est est-ce qu'il faut aligner ses objectifs avec ses valeurs ou bien l'inverse, aligner ses valeurs avec ses objectifs. J'ai un avis personnel qui est que ça me semble extrêmement difficile de faire le deuxième. Par contre, ça risque sûrement d'être le plus optimal et que c'est plutôt conseillé. D'ailleurs, c'est un peu la tendance qui se fait de manière générale sur les accompagnements et les coachings qui se font. On cherche à aligner les objectifs avec les valeurs. Encore faut-il savoir quelles sont les valeurs de la personne. Donc après, si ta valeur au risque financier, ça t'emmène à une aversion totale du risque, tu n'arrives pas à prendre des risques, et ça te met dans un mal-être énorme, ça te met finalement à déjouer, à te sentir mal, c'est plutôt intéressant de réfléchir à prendre un autre objectif, voire peut-être plus réduit, moins ambitieux. Et puis, si ça ne marche pas, peut-être qu'effectivement, les conditions nécessaires pour réussir ton projet, elles ne sont pas adaptées à ce que tu as. Donc, soit tu vas faire en sorte de pouvoir les apprendre, soit il va falloir que tu partes sur un autre domaine. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que plus les ambitions sont élevées, plus les conditions pour réussir, évidemment, le seront aussi. Ok, voilà. Monsieur Raph, à toi. Ouais, moi, c'est assez rapide aussi. Et, l'idée pour moi, c'est qu'en fait, si on... Alors, il y a des cas particuliers, etc. Mais si on a envie d'être joueur pro au poker, c'est viable en gros dans trois grandes situations. La première, c'est on a un objectif à court terme, par exemple. On a en tête l'idée de monter un restaurant, un business, peu importe. On veut grind ce montant et après repartir directement vers ce projet. La seconde, c'est je suis all-in sur le poker pendant quelques années. Quand j'arrête, j'ai au moins plusieurs centaines de milliers d'euros de côté et je suis tranquille même si je n'ai pas forcément un projet. Et la troisième, c'est je garde un pied dans la vie réelle. Donc je joue au poker à mi-temps ou
disons, une grosse dizaine d'heures par semaine. Et à côté, j'ai encore un taf, j'ai des études, je garde un pied dans le monde professionnel classique et j'utilise le poker comme un petit bonus sur mes revenus. Et là, après, on est d'accord que là, il y a une quatrième solution, Raph. Hein. Je me mets plusieurs années dans le poker et je repars complètement broke et dans la merde, quoi. On l'a vu tous, ça, quand même, très souvent aussi, quoi. Voilà, c'est la quatrième solution qu'il faut absolument éviter et qui, pour moi, arrive beaucoup trop souvent et qui est un danger vraiment important dans le sens où si tu te mets all-in dans le poker mais que tu ne gagnes pas d'argent, de l'argent significatif, quoi, qui te permettent à un moment d'être à l'abri ou à un moment de lancer un projet, c'est peine perdue, il ne faut pas faire ça, quoi. Et je pense que c'est un peu le danger des stables et de l'idée de faire miroiter, devenir pro, c'est facile, effectivement. Gagner 2, 3, 4, 5 000 euros par mois au poker, c'est facile. Il n'y a pas de question là-dessus. C'est très facile en y mettant un investissement important. Par contre, qu'est-ce que tu fais dans 5 ans, quoi? Surtout quand tu lâches 50% à ton stacker de 5 000 euros, bon, tu vas pas sortir au bout de 5 ans avec de grosses économies ou avec de grandes possibilités. Donc, c'est un point qui est important. Et enfin, je voulais juste revenir rapidement sur le conseil. Alors, le conseil qui était très nuancé quand même, je précise, de Romain, de faire un crédit si on a un projet professionnel dans le poker et qu'on estime que faire un crédit va nous permettre de rendre ce projet plus réaliste, donc par exemple de jouer des stakes qui vont être plus importantes, d'investir dans du coaching. Je pense que ça... Bon, déjà, moi, j'ai fait la même chose. Je me suis retrouvé en interdit bancaire avec 18 000 euros de dette à 19 ans. Des agios... Pour le poker ? Pour le poker, ouais. À 400 euros par mois. Enfin bref, c'était. Mais attends, juste, t'avais fait là, c'est quoi? T'avais fait un crédit ou c'est quoi les dettes de 18 000 euros? Je comprends pas. Oui, moi, quand j'avais 18-19 ans, j'ai fait un crédit. Je me suis retrouvé très rapidement interdit bancaire, broke. Et ce crédit, Raph, que je comprenne bien, pour le poker, pour jouer au poker? Pour le poker. D'accord, ouais. Ok, d'accord. Bon, évidemment, ça s'est pas trop mal passé derrière, mais j'en étais à un moment à chercher les centimes sous mon canapé pour aller acheter des cigarettes au kebab à l'unité, tu vois. C'était vraiment la dèche et ça aurait pu très très mal se terminer. Je pense que j'ai passé un 20-80 à ce moment-là pour que ça se finisse bien. Bon, c'est pas encore, c'est pas fini, hein, la vie, hein. J'ai encore de longues étapes dans la vie, mais c'est comme ça que ça s'est passé à l'époque. Le danger, en fait, c'est qu'effectivement, dans un monde parfait, tu peux dire faites un crédit, investissez, placez votre argent correctement, ça va être super. Le problème, c'est que si tu n'es pas capable, et c'était mon cas à l'époque, si tu n'es pas capable d'avoir suffisamment d'argent de côté pour te payer du coaching ou que tu penses que tu joues des stakes qui sont pas du tout en corrélation avec ton niveau, c'est probablement que tu avais un problème de gestion financière à la base. Qui a amené le fait que tu ne puisses pas te payer ce coaching ou que tu ne puisses pas jouer les stakes qui t'intéressent. Le poker est tellement facile et en ça, je rejoins Romain. Alors, ça l'est peut-être moins qu'il y a 5 ans et encore moins qu'il y a 10 ans, mais ça reste un jeu où il est relativement facile de gagner de l'argent. Je pense que le crédit, ça ne va jamais être une option viable ou alors dans des cas vraiment très spéciaux. Raph, tu dis que j'ai dit que le poker, c'était facile devenir pro, c'était facile. Ouais. Ah, bah alors, tu n'as pas écouté ma vidéo. C'est le titre de la vidéo, non? J'ai dit comment devenir c'est quoi exactement pourquoi être joueur, pourquoi devenir pro au poker, c'est facile. Mais c'est pas parce que ce titre c'est ça que ça veut dire que j'ai dit que devenir pro était facile. Hein. Ok, je n'ai pas regardé la vidéo, je te l'avoue, j'en ai regardé quelques-unes d'autres. Bravo, on est sur une double pénalité. Raph n'a pas regardé la vidéo et a essayé de te mettre à taquer pendant que toi, t'as mis un titre putaclic. Ouais. On vous félicite pas les deux là. Ah, mais t'es en train de commenter donc du coup quelque chose dans la vidéo alors que t'as pas vu la vidéo? Non, que toi tu penses que le poker soit facile, ça n'a aucune importance sur mon argument en fait. Ouais, non, mais dis pas que j'ai dit que le poker. Enfin, c'est juste que je voulais pas que tu dises quelque chose que j'ai pas dit. Et donc justement, je te rectifie. Tu l'as un peu dit quand même en mettant le poker. Le niveau de difficulté. Le niveau. Et ben justement, si tu regardes le contenu, tu sauras que ce que j'ai dit, c'est que le niveau de difficulté. Je me suis tapé 3 heures de Romain Nussmann pour préparer cette interview.
tu vas pas me reprocher de ne pas avoir regardé une vidéo où il y a marqué le poker c'est facile en lettres majuscules. Je te reproche pas ça. Je te reproche de dire des choses qui ne sont pas vraies. En l'occurrence, ça n'est pas vrai. J'ai pas dit que le devenir pro était facile. Bon, je te tendais une perche. Moi, je disais que c'est facile. Quelle indignité! Ouais. Quelle Mais indignité. vas-y, continue. Oui, bah, c'est juste ça, quoi. C'est complètement irresponsable de faire un crédit vu les conditions de facilité de monter cet argent au poker, quoi. Ça n'a pas de sens, à mon avis. Dans 95% des cas. Oui, mais comme tout ce que tu as dit aujourd'hui, c'est ton avis. Alors, pas que, tu vois, justement, je t'en ai parlé, je me base... En fait, si tu veux, tout ce que je fais aujourd'hui, je ne le fais pas par magie. Il y a des raisons. Et je suis entouré justement par des personnes compétentes. Je me forme, je m'informe de manière à structurer l'ensemble du projet, permettant à tous les joueurs qui sont chez Nutser de réussir. Donc, pour le coup, moi, je n'ai rien inventé. Le système de Nutser, ça a pris une inspiration qui est sur les centres de formation qui existent et sur les incubateurs d'entreprises qui existent aussi avec le monde des venture capitalistes. Donc moi, j'ai pas créé, j'ai pas inventé l'eau, quoi. J'ai pas créé quelque chose qui sort de quelque chose qui n'existe pas. J'ai additionné des choses. Tu penses que mon avis, c'est du pif et que c'est pas lié à des années d'expérience dans le coaching, dans le stacking, à des rencontres avec des dizaines, voire des centaines de coachs et des centaines de joueurs? Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que ton avis est ce qu'il est, avec ton expérience. Donc ça a de la valeur, mais c'est pas la même chose. Le niveau de valeur est quand même incomparable avec ce qu'il y a des gens qui ont dédié leur carrière et leur vie à déterminer comment fonctionnent les meilleurs systèmes d'apprentissage, comment fonctionne le cerveau humain, quel est le meilleur environnement pour performer. Tu vois, pour le coup, je te parlais de Thomas tout à l'heure, il a dédié entièrement sa vie à comment créer des champions. Oui, mais il y a plein de gens qui ont dédié leur vie à créer des opinions et qui ont trouvé des réponses tout à fait contraires. C'est pour des philosophes qui ont passé leur vie à réfléchir sur des sujets beaucoup plus compliqués que ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Bah, tu as 40 courants de pensée différents et les mecs sont d'accord sur rien, littéralement sur rien. Donc, ce n'est pas parce que tu as quelqu'un qui te dit que ta méthode est bonne et cette personne peut être respectée, avoir fait des recherches, que ta méthode est forcément bonne. Alors, ça dépend, une fois de plus, c'est une question de résultat. Moi, je te parle, tu vois, ça dépend si en train d'évoquer. Non, mais tu es quand même en train d'évoquer que chacun a son propre avis, que ça a la même valeur. Je suis en train de te parler de Thomas qui a créé le centre de formation, le centre d'entraînement le plus efficace au monde sur la natation. Enfin, je te raconte pas le mec qui est sorti à Pichipoy et qui a monté son centre, quoi. Donc, ça, je comprends que tu évoques ça. Par contre, à mon sens, ce que tu dis là, c'est quelque chose de très différent. Mais je vais pas aller plus loin parce que sinon, Loïc va encore me dire que ça va être long. Donc, je vais me Non, mais il est 17h30 quand même. Ouais, je vais me concentrer sur quelque chose de plus intéressant, je pense, à évoquer sur ce que tu parles de crédit. Alors après, ce qui est très important par rapport au crédit, c'est que j'ai évoqué, et ça c'est le contexte le plus important, que c'est dans un objectif de devenir professionnel. Donc c'est un projet professionnel. Je n'ai pas évoqué le crédit comme crédit de consommation, comme le fait de répondre à une addiction ou de répondre à vouloir s'amuser et l'avoir en hobby. Donc c'est une démarche professionnelle, c'est très important parce que ce n'est pas la même chose. Et donc du coup, c'est un crédit, un prêt d'investissement dans l'objectif de réaliser son projet. Ce n'est pas du tout la même démarche. Et alors, je ne sais pas quelle est toi, la manière dont tu vois les choses. En tout cas, aujourd'hui, ça devient assez commun de considérer un projet professionnel et de le réaliser en fonction des ressources qui sont disponibles à la personne et que s'il ne les a pas, il va les chercher. Et c'est complètement standard. Tu vois, moi, avant que je reprenne ma carrière pro de poker, j'ai fait une carrière de pâtissier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pas d'argent. Je voulais être formé par la meilleure école. Ça coûtait des sous. Ça coûtait très cher. Pour 5 mois de formation, ça m'a coûté 20 000 euros. J'ai eu la meilleure école, j'ai eu la meilleure formation, j'ai eu des super environnements. J'étais avec les meilleurs ouvriers de France. J'ai appris énormément. Et donc, effectivement, c'était un investissement que j'estimais et que j'estime encore aujourd'hui très intéressant. Du coup, j'ai fait un crédit. Ma femme, qui est hématologue, médecin, docteur, elle a 11 ans d'études, elle a fait un crédit qu'elle paye encore aujourd'hui. Et elle va le payer encore pendant 4 ans. J'ai fait un crédit pour acheter ma maison. J'ai fait
d'autres crédits à d'autres moments qui étaient un peu plus raisonnables que celui pour jouer au poker. Alors, pour moi, il y a deux différences majeures. La première, c'est à nouveau à quel point il est facile de monter de l'argent au poker et ça rend le crédit, à mon sens, complètement caduque. Et facile pour toi. On en revient à ce que je t'ai dit. Là c'est toi qui donnes ton avis personnel sur la facilité. Parce que peut-être qu'effectivement, tu as des facilités. Tu apprends plus vite, tu as des capacités intellectuelles plus vite, tu es plus talentueux. Pour plein de raisons différentes. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens, ils ont un taux d'apprentissage qui est très bas. Et je ne parle pas pour moi, je me suis retrouvé broke avec 18 000 euros de dette. Ne me dis pas que j'ai des facilités, que c'était facile pour moi. Je parle de mon expérience à nouveau avec une bonne centaine de joueurs, peut-être plus. Et ça reste quand même un des domaines les plus faciles où c'est possible de monter de l'argent. Le deuxième point le plus important pour moi, c'est dans un monde parfait, tu as un projet qui est structuré. Effectivement, peut-être que faire un crédit aurait du sens. La réalité, c'est que c'est un peu plus compliqué, surtout quand on parle de poker, de déterminer à quel point notre projet est sérieux, d'estimer notre edge, nos chances de succès, d'échec, etc. Et enfin, si on échoue, tu fais ton crédit, tu as 20 000 euros de dette, mais tu as fait ton école de pâtissier, tu as un diplôme, tu vas pouvoir trouver du travail, tu fais ton crédit, tu montes une bankroll, tu te fais coacher, ça ne marche pas, tu n'as rien, quoi. Et ça, c'est quand même une différence qui est majeure. Ok, quelle est la différence entre ça, celui qui monte son projet de monter son restaurant ou de monter sa start-up ou de monter ce qu'il veut et ça ne marche pas et il broke? Je te donne un exemple. Je ne sais pas si tu connais Marc Simoncini, puisqu'il a fait Winamax, donc autant parler de poker, de personnes dans le poker. Marc Simoncini, je ne sais pas si tu le sais, il a vendu une société, il s'est fait 45 millions et après, rapidement, il s'est broke et se retrouvait avec un endettement extrêmement élevé. Et quand il a créé Mythic, il était endetté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, Marc Simoncini, qui est qui fait partie quand même des plus grandes success stories au niveau de l'entrepreneuriat, il n'aurait pas dû se retrouver endetté, il n'aurait pas dû prendre des risques. Et ne faites pas ça, restez chez vous et peut-être que ça marchera, votre projet, sans avoir investi, sans avoir pris de risque. Pas du tout, mais je pense que même s'il avait échoué, il se serait constitué un carnet d'adresses, il avait des business angels, donc je pense que toutes les dettes n'étaient pas supportées par lui. Il a créé des skills qui sont réutilisables dans le monde réel. C'est quand même un peu différent, tu admettras, de quelqu'un qui veut se lancer dans le poker, qui fait un emprunt, qui échoue, quoi. C'est exactement pareil. Il va avoir des skills, il va avoir une expérience, il va se développer. Tu vois, justement, tu parlais tout à l'heure sur notre sœur. Attends, je te coupe, Romain, parce que j'ai juste la tête de Raph. T'as l'impression qu'il n'y a pas de skill autre que savoir jouer au poker, c'est ça? Oh non, il y en a d'autres, mais quand même beaucoup moins applicables au fait d'avoir monté une boîte et de s'être craché, quoi. Ouais, alors c'est ton point de vue, effectivement. C'est toujours je le partage pas. Ouais. Je le partage pas. Du coup, tu t'as coupé, Loïc, je sais plus ce que je voulais dire. Désolé, mais c'était pour bien comprendre. Sur notre sœur, tu vois, notre positionnement, il est très orienté justement sur les soft skills, donc sur les skills mentaux, sur la capacité à réfléchir, la capacité à créer un processus de réflexion. Et ça, tu vois, je te parlais tout à l'heure d'interdisciplinarité. Ça, c'est des disciplines que tu vas pouvoir répliquer pour construire, structurer tout projet entrepreneurial. C'est-à-dire que les gars qu'on forme chez notre sœur, et d'ailleurs, c'est ce qu'on propose à notre sœur, parce que c'est le projet aussi, ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de pivoter. C'est-à-dire s'ils veulent arrêter le poker parce qu'ils s'aperçoivent qu'au final, ce n'était pas ce qu'ils voulaient faire, parce qu'il y a toujours, là je te rejoins, il y a toujours un écart. Des fois, on se dit, je veux devenir pro de poker, c'est ça, puis finalement, il est pro de poker, il s'aperçoit que ce n'est pas ce qu'il voulait faire, il avait une perception erronée, et il se dit, ah, par contre, j'ai trouvé ma voie, je veux faire ça. Et bien justement, s'il veut pivoter et qu'il est quand même intéressé de continuer avec notre sœur, et ben on va créer un projet entrepreneurial avec lui et on va justement lui apporter le support et les ressources nécessaires pour le faire. Donc là, justement, toi, tu parles qu'il n'y a pas de corrélation. Ben moi, c'est l'inverse. Tout le projet de notre sœur est orienté là-dessus, à créer des corrélations entre ce que les joueurs apprennent dans leur carrière et à potentiellement, s'ils le souhaitent, les répliquer dans n'importe quel projet professionnel qu'ils veulent faire. Je ne parlais pas de notre sœur spécifiquement. Je n'ai jamais dit que notre sœur... Non, mais notre sœur fait du poker. Toi, tu as dit que le poker, les skills que tu apprends. Après, je ne me souviens plus des articles, mais il y a des articles très connus qui ont traité ça. Non, mais si tu dis on emprunte et on va voir quelqu'un qui est spécialisé dans un truc où c'est une formation hybride entre le poker, l'entrepreneuriat, le mannequinat, ok, très bien.
peut-être que dans ce cas-là, faire un emprunt, ça va avoir du sens, mais tu t'admettras quand même que c'est un petit peu, ce serait un cas un petit peu unique, quoi. Je Bah, connais. pas du tout. Enfin, après, c'est une question justement de compréhension globale de ce que c'est que l'ensemble des disciplines associées au poker et de comment tu veux créer ton projet, etc. Je pourrais passer à Loïc si ça intéresse. J'ai un lien justement sur un article scientifique justement des entrepreneurs qui font la corrélation avec le poker et qui évoquent justement la pertinence d'acquérir certaines compétences comme la gestion du risque qui est extrêmement intéressante à acquérir dans le poker et qui est super efficace. Il y a beaucoup de corrélations avec les traders. Il y en a plein qui se reconvertissent, qui font poker trading. Benjamin Pollack en est l'exemple. Enfin, il n'est pas full dédié au trading, mais il a pris une dominante trading un peu plus importante ces années précédentes. Mais prenons un autre exemple du coup des skills qui sont appris par le poker, gestion du risque et reconversion vers le trading. Je ne sais pas combien de joueurs de poker se font défoncer par le marché des cryptos genre tous les 6 mois de façon répétée, mais tu vois, on pourrait se dire, OK, c'est une population qui va avoir un edge sur le truc. Effectivement, il y en a quelques-uns qui vont s'en sortir, mais bon, la majorité, on est des fiches quoi, sur le truc. Et je pense que c'est un peu ambitieux de se dire, tiens, on a appris à jouer au poker, on a résolu des situations qui sont complexes et c'est notre métier. On va être capable de résoudre des situations complexes dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être mis dans une entreprise lambda, ils vont nous apporter leurs problématiques et on va pouvoir leur dire, tiens, c'est ça la réponse. Et moi, je pense que c'est un peu optimiste d'avoir cette vision. Ah, mais là, tu simplifies énormément ce que je viens de dire. Je te parle d'un ensemble de disciplines. Sur les soft skills, sur la gestion des émotions, je te donne un exemple très concret. Ma femme qui est médecin est amenée à perdre des patients régulièrement de par sa spécialité. Donc forcément, c'est extrêmement stressant et à très forte responsabilité. C'est un défi, un challenge pour elle à gérer ses émotions et elle est fortement en difficulté parce qu'on ne lui a jamais appris à le faire. Dans notre formation et notre positionnement avec notre sœur, justement, c'est un élément fondamental qu'on appuie de manière intense aux joueurs pour apprendre à gérer leurs émotions et ça va leur apporter énormément sur justement la suppression du tilt qui est connue pour tous les joueurs, mais pas que, ça va aussi leur apporter un bien-être beaucoup plus fort et ça va leur être utile pour tout ce qu'ils vont faire dans la vie et même dans les relations de couple parce que la gestion émotionnelle, finalement, dans les relations de couple, très souvent, il y a des disputes, etc. On perd ses moyens, on est irrationnel. Et bah, ça a aussi un bienfait, du coup, par conséquent, sur le personnel. Je pense que s'il devait y avoir un consensus sur poker et vie de couple, est-ce que c'est bénéfique? Je crois que... Ah, c'est une question trop longue. Bon, les amis, je vous propose qu'on passe au 4e débat, celui... Choisis la 2e question, choisie par monsieur. Oh là là, on est qu'au 3e. Là, on est 4e, on arrive au 4e. Là, on arrive au 4e, c'est bon. 4e, c'est la 2e question de monsieur Roman Osman. C'est quoi un bon coach de poker? Romain, est-ce qu'on se fait... On enchaîne ou on se fait une pause de 5 minutes? Non, 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 c'est pas une pause, on enchaîne. Hein. Vous êtes beaucoup trop long pour qu'on ait le temps de faire une pause. Vous serez punis pour ça. Donc, 4e question, celle choisie par Romain. C'est quoi un bon coach de poker? Romain, tu démarres, tu laisses la main à Raph. Je laisse la main à Raph, bien sûr. Et allez, Raph, c'est bien, c'est parti. Et ensuite, c'est moi qui attaquerai sur la dernière question. Raph, alors, c'est quoi un bon coach de poker? Pour moi, plusieurs points. Le premier, c'est que c'est un joueur. J'ai du mal à envisager mon métier de coach sans jouer. Alors, on va pouvoir me dire, oui, les coachs tennis, les coachs foot, ils ne jouent pas au foot, ils jouent plus. En tout cas, ils ne jouent plus au foot, ils ne jouent plus au tennis. Et pourtant, on se les arrache avec des salaires à coups de millions. Je pense que le poker est un petit peu différent dans le sens où il évolue beaucoup plus vite et en tant qu'observateur, tu ne peux pas être témoin de cette évolution. Si tu es entraîneur de foot, tu vas voir les schémas tactiques qui sont mis en place par tous les entraîneurs. Tu vas pouvoir visionner des dizaines d'heures de matchs avec des informations qui sont parfaites. Le poker étant un jeu à information imparfaite qui évolue encore beaucoup plus vite que le foot ou les sports traditionnels, ça va être différent. En plus de ça, je pense que quand tu te mets dans la position des joueurs que tu coaches, enfin quand tu es dans la position des joueurs que tu coaches, tu es sujet potentiellement à de l'énervement, à des runs qui sont compliqués à gérer, à des situations qui sont uniques et difficiles à analyser. Ce n'est pas quelque chose que tu peux anticiper en étant observateur lointain. Pour moi, un bon coach poker, c'est aussi quelqu'un qui a un intérêt pour la GTO,
Je pense que si on regardait depuis l'émergence de PioSolver, alors peut-être que chaque année, l'année d'après la sortie de PioSolver, les 10% des plus gros gagnants online étaient des gros bosseurs sur la GTO. Et maintenant, ça doit être pas loin de 80% des plus gros gagnants online. Donc, ignorer cette tendance et dire que la GTO, c'est du bullshit, bon, je pense que c'est un peu suicidaire à long terme, mais c'est une tendance qui va encore s'accélérer. Aux échecs, on peut avoir une comparaison parce qu'ils ont un petit peu d'avance et les solvers sont beaucoup plus faciles à utiliser aux échecs. Il y a de plus en plus de coachs qui les utilisent à part entière dans la façon dont ils apprennent à leurs élèves comment jouer. Et de plus, tous les pros préparent leurs parties avec des solvers à des degrés différents. Le bon coach poker, c'est un coach qui s'adapte. Ça revient sur l'histoire de système d'apprentissage. Je pense que c'est complètement illusoire de penser qu'un système va convenir à tous et produire les meilleurs résultats pour tout le monde. Le bon coach poker, c'est quelqu'un qui a réussi à amener ses joueurs au top. J'ai déjà cité les 3 joueurs à plus autour du million de profits. Et puis les nombreuses réussites en MTT aussi, c'est quelque chose sur lequel on doit s'appuyer. Si un coach n'a pas ces références-là, n'est pas capable de dire regardez les résultats qui ont été produits par les joueurs qui ont travaillé avec moi, c'est compliqué. Évidemment, le mérite ne revient pas du tout dans son entièreté au coach, mais c'est quand même important d'avoir quelques succès dans ce métier-là. Le bon coach poker n'a pas besoin de crier sur tous les toits qu'il est le meilleur dans chaque interview, dans chaque podcast. Je pense que c'est quelque chose qui nuit un petit peu à son image. Le bon coach poker est capable de se remettre en question, de considérer qu'il y a des avis autres que le sien qui peuvent avoir de la valeur, des idées, des opinions qui peuvent être inspirantes et qui peuvent être ajoutées à son arsenal. Et le bon coach poker, et ça sera ma dernière ligne, ne considère pas avoir fini le jeu après quelques grosses perfs online ou une bonne année. Je pense que c'est manquer énormément de respect au jeu, à la variance, que de dire tiens, ça y est, j'ai fait une année à 100K où j'ai bink un gros MTT, c'est moi le meilleur et ça me rend tout à fait légitime. Voilà. Alors, tacle à la gorge au niveau du cou. Au niveau du cou avec des crampons. Romain, à toi. Ouais. Ce que je retiens de ce que tu dis, Raphaël, pour le coup, je t'en veux pas directement parce que le coaching est assez complexe de par le fait qu'il est nouveau. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. D'ailleurs, très peu de personnes arrivent à dissocier mentorat et coaching. Donc, je t'en veux pas de te tromper sur le fait de mélanger sur le fait d'être un coach et d'être un joueur, parce que tu évoques ça et tu les mets comme un argument. Pour le coup, effectivement, les plus grands coachs au monde, dans toutes catégories confondues, hormis peut-être justement le poker, qui est une exception, et justement, il faudrait se poser la question de pourquoi c'est une exception. Ils sont tous dédiés à plein temps à coacher leurs joueurs, parce que si tu veux amener ton joueur à être au meilleur niveau, ça prend du temps. C'est pas vrai aux échecs. C'est pas vrai aux échecs. Dans la team de Carlsen pour les championnats du monde, tu avais beaucoup de joueurs pro en activité. Justement, tu parles des échecs, mais on en reparlera. Alors, je pense que tu n'es pas en connaissance de l'information que je fais aussi partie du staff de coaching de Maxime Vachier-Lagrave, qui a été champion du monde il y a 3 semaines. Et donc, j'ai contribué à sa réussite. Donc, je connais bien les échecs. C'est pour ça que j'en parle. Et quand tu parles d'analogie avec l'histoire des solvers, tu n'as pas tout à fait les bonnes réponses. Oui, ils utilisent les solvers, mais ce n'est pas la dominante. Ce n'est pas l'élément central de leur fonctionnement système d'apprentissage. Et effectivement, il y en a certains qui sont encore en activité, mais c'est justement une problématique au sein des échecs. Mais je ne vais pas aller en aller plus loin parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Enfin, il y a des sujets qui sont assez vastes et ce n'est pas l'ordre du jour. Mais en tout cas, tu es mal tombé sur ton exemple parce que je connais très bien, je suis dans ce milieu-là et je participe et je suis également coach de Maxime Vachier-Lagrave. Voilà pour cette info. T'es coach quoi chez Maxime ? Alors, je dis coach parce que c'est plus mentor, mais je fais partie du staff à la contribution de l'élaboration de l'ensemble des actions qui vont lui permettre d'être performant et d'atteindre son objectif d'être champion du monde. Voilà, c'est trop long là, c'est trop long. On avance, s'il vous plaît. Ouais, j'ai plusieurs rôles, mais... on fera les échecs un autre jour.
Ouais, ouais. Donc, ouais, alors qu'est-ce qu'un bon coach? Déjà, ce qui est très important, et c'est la problématique principale de tous les joueurs et de tous les athlètes, les performeurs, c'est avoir un sens sur l'objectif qu'on a. C'est pour ça que très souvent, il y a des étoiles filantes. Le joueur de poker, il réussit, puis tout d'un coup, il disparaît, ou il en a marre, il n'a plus envie de jouer. Il y a beaucoup de problèmes de motivation. Et les problèmes de motivation sont liés à l'intention, les raisons, pourquoi on fait ça. Très souvent, les joueurs de poker se disent « Ouais, mais je ne contribue pas à la société, j'apporte rien de spécial. » Donc là, justement, il y a un manque de sens. Et je vous invite, si ça vous intéresse et que vous êtes concerné, à regarder les études, les travaux qui ont été faits par Jacques Lecomte. Je préfère prendre un français au cas où, parce que si on parle les anglais, alors après, des fois, je n'ai pas de référence française, mais j'essaye au maximum de faire du français, où justement, il traite ce sujet, donner un sens à sa vie, à ses objectifs, qui va aussi apporter le bien-être. Parce que le sens est vital, il a pour conséquence d'impacter l'intensité, on va être plus motivé à faire de la productivité, on va être plus concentré, on va avoir plus envie, effectivement, il y a le bien-être, etc. Ce qui est différent d'ailleurs, si on parle justement de coach, renseignez-vous sur l'intention du coach, parce que si le coach, son objectif, c'est gagner de l'argent, son intention, sa motivation à travers ça, ça ne va pas probablement, je pense que tout le monde va en avoir conscience, ça ne va pas être du tout le même positionnement, la même intensité, la même capacité à être efficace pour le coach que si il dédie sa vie à améliorer l'éducation, à donner à fond un ensemble d'avantages à ses joueurs pour qu'ils réussissent au maximum, au point, et c'est mon cas aujourd'hui, au point de mettre de côté sa carrière professionnelle en tant que joueur et performeur, parce que justement, si je veux être un bon coach de poker, je suis désolé, mais performeur, je suis obligé. Ça fait acteur de film porno un petit peu. Romain Nussmann, le performeur, ça me plaît beaucoup comme image. Mais est-ce que tu ne penses pas que le staking permet de d'aligner justement cet intérêt économique? Parce que tu as dit, le problème, c'est les coachs qui font ça uniquement pour l'argent. Je suis d'accord avec toi, même si ça peut être une motivation. Mais si plus les coachés gagnent d'argent, plus le coach en gagne, le seul objectif du coach, ça devrait être la réussite des coachés, non? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a un business plan et très souvent, les gérants ou les coachs ont des ambitions différentes. Moi, je te donne un exemple concret que je connais très bien. Axel, qui a coaché, alors je ne sais pas s'il coach encore avec vous, qui est venu au centre, je ne sais pas si tu es au courant, il est venu au centre Nutzer pour s'entraîner et voir ce que c'était. Axel, je le connais, il le fait pour des motivations qui sont très différentes de fait qu'il soit passionné à former, à coacher. Et il le dit en étant très clair avec ça, il ne le cache pas, et c'est tout à son honneur. Ce n'est pas du tout une intention de vouloir devenir le meilleur coach possible. Alors, il a envie de donner le plus possible à ses élèves, mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle il coach. Donc, et ce n'est pas le seul. C'est pas le seul. Alors moi, je ne connais pas tes autres coachs, donc je ne peux pas te parler des autres. Tu vois, mais tu n'es pas d'accord que quand tu es intéressé financièrement sur la réussite du stacké, que forcément, tu vas te défoncer et donner le maximum? C'est une question d'argent, ça dépend. Ça peut, ce n'est pas nécessaire. C'est pas une condition, c'est personnel, ça dépend de chacun. Là, je t'en ai donné un d'exemple sur le fait que, effectivement, je connais que Axel. Après, tu vois, je connais pas les autres. Mais je sais pas si, je crois qu'il coach aussi. Tu as parlé tout à l'heure de ce qui a fait PMU. Non, j'ai oublié. Mika. Ouais, peut-être si lui il coach, mais en tout cas, l'intention à travers le coaching est clairement pas de devenir le meilleur coach possible et d'être le plus efficace, quoi. Il a une intention d'être le meilleur joueur possible et orienté sur sa carrière. Donc ça, c'est le premier point sur l'intention. Ensuite, effectivement, toi, ce qui est marrant, c'est que quand tu parles de coach, tu parles d'expérience de joueur, mais c'est pas ça qui permet de déterminer les capacités du coach, c'est l'expérience de coach. Depuis combien de temps le coach, il coach? Parce que si tu es le meilleur joueur du monde mais que tu n'as jamais coaché, et là, c'est là où tu fais l'erreur de sous-estimer les métiers. Coacher et performer, c'est deux choses qui sont très différentes, qui demandent des compétences, des capacités différentes. Et l'ensemble des métiers est une preuve en soi sur le nombre de personnes qui ont la capacité de coacher sans forcément performer. Des fois, il y a des exceptions, effectivement, où ils réussissent à faire les deux, mais quand ils réussissent à faire les deux, ils ont une phase transitoire où ils vont se former et ils vont
se mettre dans les conditions pour être en capacité d'être un bon coach. Et ils vont tirer profit de leur connaissance, de leur expertise en tant qu'athlète précédemment, et ensuite, ils vont devenir un bon coach. Ça revient à notre premier débat sur le meilleur système d'apprentissage, où je pense que tu sous-estimes beaucoup, et moi, je sous-estime sans doute cette partie-là, mais tu sous-estimes la valeur du contenu qui est transmis. Je l'ai pas. À quel moment je t'ai dit que le contenu n'était pas important? Tu as dit que le fait d'être un bon joueur, d'être un des meilleurs joueurs du monde, faisait pas forcément un très bon coach. Alors peut-être que ça va pas être un bon coach en soi dans sa manière de coacher, mais les résultats vont quand même être excellents, j'en suis sûr, quoi. Après, par rapport au débat, là, moi, je prends toujours l'exemple des joueurs de tennis. Souvent, les coachs des joueurs de tennis n'ont pas toujours été des grands joueurs, tu vois. Et pourtant, ils ont réussi à faire parfois des... Enfin, le coach de Justine Hénin, à l'époque... tu peux même prendre les sœurs Williams. Les sœurs Williams. Ou les sœurs Williams, c'est pas toujours c'est pas toujours des très grands, voire des fois, c'est même pas des bons joueurs du tout. Et c'était pourtant des beaux coachs, non, Raph? Bien sûr, mais c'est pour ça que je mettais d'un côté le poker et les échecs, où Romain est consultant performance pour Maxime Bachier-Lagrave, mais quand même, tu regardes les deux teams au championnat du monde qui ont aidé Carlsen et Nepo à préparer leur match. C'est une grosse partie de joueurs professionnels, quoi, qui les aident. Et je pense que le poker, les échecs sont similaires dans leur façon de fonctionner. C'est des jeux de stratégie avec des informations imparfaites sur la stratégie de nos adversaires. Et c'est pour ça que je les distingue complètement des autres types de sports, quoi. Ok, je te rejoins, là. Je suis d'accord avec toi, Raphaël, que le contenu est important et effectivement, il doit être traité. Et je reviens encore une fois de plus sur l'interdisciplinarité. Le contenu, l'aspect technique est fondamental, mais traiter uniquement le contenu, l'aspect technique, est une erreur parce que ce n'est pas la seule discipline permettant de performer au niveau, même de performer tout court. C'est une évidence. Ce qui change dans notre façon de penser, c'est quelle valeur on accorde à chacun des éléments. Toi, tu accordes plus d'importance au système d'apprentissage, tandis que moi, j'accorde plus d'importance au contenu, mais ça ne veut pas dire que j'ignore complètement quelle va être la meilleure manière de transmettre ce contenu, comment faire en sorte que les joueurs soient capables de le reproduire in-game, etc., etc. C'est des problématiques qui se posent, mais qui, pour moi, ne doivent pas masquer l'importance du contenu. Mais c'est évidemment pas une omission complète de cet aspect-là. Ouais, mais je te rejoins sur le contenu. Moi, j'ai jamais dit l'inverse. Par contre, dans tes propos, alors peut-être que tu l'exprimes mal, mais tu mets quand même, tu mets exclusivement en avant cet élément-là. Je te reprends l'exemple de Thomas Samut. Tu vois, il n'était pas le seul. Lui, il avait la dimension mentale et il avait un ensemble de staff qui, eux, cumulaient. Il y avait managers, il y avait les coachs techniques, normal, il y avait les préparateurs physiques, et il y a l'ensemble du staff qui est dédié à la performance des athlètes. Et au final, c'est exactement ce qu'on reproduit, tu vois. Je sais pas combien tu as de coachs et de personnes dédiées à la performance, à la réussite de tes joueurs. Nous, on a un peu plus de 20 joueurs global, 24 là, je crois, maintenant, il y en a 2 qui viennent d'arriver. On a 11 personnes, 11 coachs et managers et personnes dédiées à la performance de nos joueurs. Donc, on a la moitié de notre effectif qui est dans le staff. Donc, évidemment, ça a un coût considérable, encore plus si on prend en considération la structure physique qu'on a mis en place. En gros, nous, on a une vingtaine de coachs techniques. On a 4 managers à plein temps sur les joueurs, donc qui vont faire en sorte que tout se passe bien pour eux et que toutes les questions de contrat, etc., soient bien claires, que les transactions soient gérées correctement. Et puis, on a des coachs mentaux à côté. Enfin, ce n'est pas parce que je mets le contenu en avant qu'on néglige tout le reste, tu vois.
Ouais, mais alors après, je ne sais pas si c'est toujours le cas, hein, mais alors ça fait un moment que je l'ai écouté, Fantôme, là, je ne sais pas maintenant où est-ce que vous en êtes sur, sur la gestion des coachs mentaux, hein, mais Fantôme, non, ou Ghost, je ne sais plus exactement son pseudo, qui disait justement qu'il s'est retrouvé un petit peu par défaut en tant que coach. On revient sur ma partie précédente, sur quelle est l'intention, la raison pour laquelle on se retrouve à créer un projet professionnel. Il y a un souci sur ce jeune homme et je lui en tiens pas rigueur. Hein. Je t'ai Pas de problème, entendu on fait dire tous sur des ce erreurs. sujet que tu parlais de Valentin Huvelin qui Ouais. mettait en avant les diplômes comme étant le prérequis à être un bon coach mental. Ouais. Pour Alex, c'est exactement la même situation que toi, dans le sens où il n'est pas diplômé, mais il était Non, mais passionné depuis le c'est son départ. intention. Alors peut-être qu'il l'a mal exprimé. En tout cas, il a exprimé qu'il s'est retrouvé coach mental par défaut. Donc c'est pas pareil si tu te retrouves dans un métier par défaut ou si c'est ta vocation, tu l'as préparé, tu l'as anticipé, tu l'as construit. Donc tu écouteras, c'est sur Club Poker, hein, tu l'écouteras, et peut-être qu'il s'est mal exprimé, mais en tout cas, il l'a exprimé de cette manière. Je suis assez convaincu que ce n'était pas par défaut qu'il s'est retrouvé dans cette situation. Donc ouais, je continue, Raph, parce que je n'ai pas fini. Sur l'expérience, tu parles de mon expérience, donc je vais te parler de mon expérience, mais pas en tant que joueur, en tant que coach, tu vois. J'ai 15 ans d'expérience en tant que coach. Alors, je ne sais pas combien j'ai, parce que je n'ai pas été calculé, mais je dois être entre 10 et 12 000 heures de coaching, hein, je parle, dédié justement à l'accompagnement des joueurs, mais pas que de poker, puisque je t'ai évoqué le fait que tout à l'heure, je coach aussi d'autres personnes, dont joueur d'échecs Maxime. Et ce qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pris la décision de principalement m'orienter sur les performances de haut niveau. Donc, c'est pour ça qu'on a un positionnement pour des personnes qui ont pour le projet d'être professionnels. Peut-être qu'après, ça changera. Je ne sais pas si tu es au courant aussi, tu parlais de Sylvain Lousli. Alors, pour le coup, Sylvain Lousli, je ne sais pas ce qu'il fait en termes d'intervention, mais Sylvain Lousli, pour le coup, il coach avant tout, nous, le team pro. Et évidemment, et voir Sylvain en live à Vegas pendant 5 semaines et pouvoir échanger avec lui quotidiennement, c'est une valeur inestimable parce que là, on ne parle pas de faire 1 heure de temps en temps. On parle de pouvoir être au quotidien avec un top joueur parmi les meilleurs en France et pouvoir échanger au maximum avec lui. Et je ne sais pas si tu es au courant, je le coach aussi, Sylvain. Donc, ça, c'est pareil, ça fait partie de notre échange, parce que ça l'intéresse fortement que je puisse lui apporter mon expertise en tant que coach. Et donc, du coup, tu as comme information que, effectivement, ma légitimité, ma crédibilité en tant que coach, elle est quand même présente, que ce soit au niveau du poker, mais en dehors du poker, et j'ai aussi des entrepreneurs, qui est encore une autre histoire. Ensuite, l'autre point, mais celui-ci, je vais aller assez vite sur les méthodologies d'adaptation parce qu'au final, tu parles de chacun sa méthode. Moi, j'ai parlé de la méthode Ce serait Mautic. même bien que tu finisses là-dessus, en fait. Ouais, sur la méthode Mautic, sur l'idée de réfléchir plutôt que de donner des recettes avec les histoires de range pré-flop. Et donc, je reparle de François Taddy si vous voulez aller plus loin. Après, il y a un truc qui est très important, et j'arrêterai là-dessus, en dehors de l'interdisciplinarité que j'ai déjà évoquée, c'est qu'un coach, s'il veut être performant, c'est la même chose que si c'est un joueur qui veut être performant ou qu'un entrepreneur qui veut être performant. Il doit continuer à se former au quotidien pour augmenter ses compétences, pour pouvoir comprendre là où il est en difficulté, pour accompagner au mieux les personnes. Et là, je te rejoins dans ce que tu as dit sur le fait de s'adapter avec ses joueurs, parce qu'il n'y a pas une seule méthode, il y a la méthode qui correspond à chaque joueur. Et donc, du coup, par conséquent, il est censé toujours se remettre en question et apprendre. Et tu vois, l'apprentissage, c'est le cœur même de l'outil du coach. La maîtrise de l'apprentissage est fondamentale. Perso, j'en ai déjà parlé. J'ai 7 coachs et mentors qui m'accompagnent sur différentes disciplines dans le but d'être le meilleur coach possible. Donc, ma démarche, elle n'a rien à voir avec un coach qui va passer des heures de temps en temps à former des joueurs et à leur expliquer comment jouer au poker versus ma démarche où j'ai pour vocation à donner le maximum de manière à ce que ce soit le plus efficace à tous les joueurs qui sont au sein de notre sphère. Et pourquoi c'est pas aussi efficace que ce qu'on pourrait attendre, du coup, dans le sens où tu as ces 15 joueurs qui sont super intéressés par ce projet, qui ont sacrifié beaucoup de choses pour arriver là-bas et se mettre dans les meilleures conditions pour réussir. Pourquoi on n'a pas 15 champions qui sont au top, quoi? Parce qu'un champion, ça ne se crée pas en un an. Bref. Et en fait, si tu veux, chaque situation
est unique. On en revient à ça. Prendre un joueur, et ça c'est un peu la particularité de notre sœur, hein. J'en ai déjà parlé de cette histoire, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu vu que tu as l'air d'écouter pas mal de mes contenus. Bazou, qui est très connu en cash game, qui d'ailleurs continue à jouer très cher, et enfin, ça doit être l'un des joueurs qui joue les plus chers en cash game, je pense, encore aujourd'hui, qui est venu au centre. D'ailleurs, il avait fait pendant un mois sa meilleure prestation mensuelle de toute sa carrière en étant au centre. Donc, il avait évidemment considéré... Je connais assez bien Bazou, on a pas mal joué ces derniers mois. Ouais, bah, si tu lui demandes quelle a été son expérience au centre, il pourra te partager qu'effectivement, il a énormément adhéré au projet et il est très élogieux à l'égard de notre sœur. Par contre, ce qu'il a dit, c'est Romain, les gars que tu as au sein de notre sœur, ils vont jamais réussir. Ils vont même pas être professionnels. Donc, en fait, il estimait que le profil des joueurs que j'avais était extrêmement faible, et c'était le cas, hein, il n'avait pas tort, et qu'il allait avoir un taux d'échec assez élevé. En fait, il y en a un qui a échoué. Enfin, il a réussi, mais il a réussi. Il a échoué sur ses objectifs. Il a réussi à être pro, mais pas du tout au niveau escompté. Donc ça aussi, c'est super important. C'est pas le même niveau de difficulté en fonction des profils, du potentiel du joueur. Léo Lux, qui est sûrement l'un des plus performants aujourd'hui, qui a fait 150K en un an ou pas loin, je sais pas exactement sur les datas, mais qui a fait beaucoup. Il a une capacité d'apprentissage qui est supérieure aux autres. Voilà, il est avantagé par rapport à ça. Il s'investit plus, il a un plus de sens. Donc forcément, les marges de progression ne sont pas les mêmes en fonction de ce que tu dois transmettre à tes joueurs. Ok, messieurs, si ça vous va, on part sur la dernière question. La dernière question, c'est la mienne. Je vous ai posé la question suivante pour vous. Et puis ensuite, on enchaînera sur quelques questions du chat. Un chat extrêmement en forme aujourd'hui. Dernière question, dernier sujet du jour. Pour vous, quel est le plus gros problème du poker actuellement? J'ai mis entre parenthèses plein de sujets possibles. J'ai essayé de faire la question la plus large possible pour que vous ayez le choix d'y répondre. Romain, c'est toi qui as fini le dernier débat. Raph, c'est donc toi qui entameras celui-là. Pour toi, quel est le plus gros problème du poker actuellement? C'était dans le à venir, non? Plutôt la question. Ou c'est maintenant? Non, c'est maintenant. Enfin, moi, quel est le plus gros problème du poker actuel? Actuel. Ouais, je pense que ça, j'avais un peu mal compris la question, mais... Enfin, ça peut être à venir. Tu peux prendre la question comme tu veux. Moi, c'est actuel. Hein, j'avais bien précisé actuel. Ouais, c'est actuel aussi. Pour moi, c'est pas la triche parce que je pense que les rooms ont des moyens de se prémunir qui sont assez performants. Je pense par exemple que tous les joueurs qui performent bien sur les sites devraient être OK avec le fait de se déplacer dans les locaux et de reproduire leur style de jeu en live. Et c'est, à mon avis, un truc qui est assez efficace, qui a déjà fait ses preuves dans certains domaines. Et je pense que les joueurs devraient... Sur quoi tu te bases sur ça? Excuse-moi, Raphaël. Sur quoi je me base? Ouais, pour dire ça, sur quoi tu te bases? Comment tu fais pour déterminer que ce que tu dis, c'est le cas? Que c'est efficace? Ouais. Bah, ça a permis de buster quelques tricheurs quand même sur Winamax en spin, en cash game aussi. Ouais, mais alors, c'est comme ça qu'on détermine la performance d'un système. On en revient, tu fais encore la même erreur que tout à l'heure. C'est pas parce qu'il y a des cas qui sont éliminés. Si tu as 1000 tricheurs et qu'il y en a un qui a été détecté, tu peux pas dire que le système il marche. Ah non, je parle pas de la détection, je parle de comment est-ce qu'on certifie précisément qu'un joueur est un tricheur, et je pense que ça, c'est une méthode qui est infaillible. Et si c'était une méthode qui était généralisée, à savoir dès qu'un joueur a des performances ou des comportements qui sont louches, bah, hop, petit tour par les bureaux, encadré par une équipe qui maîtrise le sujet, et je pense que ça limite quand même fortement les possibilités de triche. Je ne peux pas te laisser dire ces bêtises, là tu es utopique. Je te refais la référence de François Tadei. Excuse-moi, là tu parles du sujet. Enfin, après, effectivement, c'est quelqu'un qui a créé beaucoup de choses. Il a créé un centre d'éthique pour la science
d'accord? Et donc justement, là on parle d'éthique, et il a mis en place justement cette idée de savoir est-ce que, enfin comme sujet par exemple le clonage, la robotique, est-ce que finalement on pourrait pas aller trop loin et ça pourrait pas être dangereux pour l'humanité, tu vois? Et il l'a expliqué, il a dit que en fait le hacking et la mauvaise utilisation de toutes les technologies et les découvertes que l'être humain pouvait avoir fait à l'avenir, eh ben en fait il y aura toujours un temps d'avance pour les personnes malveillantes. Ils seront toujours en avance par rapport à eux. Alors peut-être que tu n'es pas d'accord avec lui, en tout cas lui c'est son métier, il a créé un centre d'éthique scientifique, je pense qu'il est assez légitime pour parler de ce sujet et évoquer qu'effectivement c'est utopique de croire qu'on réussira à sortir de la triche. Les amis, Ouais. si tu veux parler de la triche, je te laisserai en parler après, mais je voudrais juste quand même d'abord que... Parce que là, Non, mais on est... je veux pas parler de la triche, je veux juste évoquer que c'est un raccourci erroné de la part de Raphaël de dire que aujourd'hui les structures De toute sont façon, à même dès que je ne suis pas de d'accord détecter avec ça. François Tadei, j'ai un problème, visiblement. Donc, non, donc pour moi, c'est pas la triche. Le gros problème, il est législatif. Et c'est un problème qui se pose aussi dans les cryptos. On est complètement à la merci du régulateur dans tous les pays. Moi, personnellement, j'ai dû déménager 3 ou 4 fois dans les 5, 6 dernières années. Au gré des régulations qui changeaient, du fait de ne plus pouvoir avoir accès aux sites que je voulais. Et je pense que c'est un des dangers majeurs. L'autre danger, et c'est ce que PokerStars a essayé de faire, même s'ils ont rétro-pédalé derrière, c'est que les sites de poker se disent un jour, bah écoutez les gars, pourquoi est-ce qu'on ne transforme pas le poker en casino complet, on augmente le rec de façon à ce que ce soit complètement imbattable, et si ça passe, tant mieux pour nous, tous les sites vont faire la même chose, et on aura augmenté nos marges au maximum. PokerStars a essayé de faire un truc similaire, ça n'a pas fonctionné, c'est une très bonne chose, mais on n'est pas à l'abri qu'un jour tous les sites se disent en fait les joueurs professionnels sont nocifs pour l'écosystème, nous font perdre de l'argent, on n'a pas besoin d'eux et on va complètement changer notre business model et partir sur un truc beaucoup plus casino. Donc voilà, c'est les deux dangers que je vois principalement. Ça ne veut pas dire qu'il y en a d'autres, ça ne veut pas dire que je ne suis pas inquiet pour la triche. Mais pour moi, ces deux dangers-là sont encore plus importants. Ok, uppercut à droite, uppercut à gauche. Romain, à toi. Je vais proposer un sujet différent du tien, Raphaël. Après, je trouve que, j'ai pas grand-chose à rebondir sur ce que tu dis. C'est intéressant, ça me parle. Donc, je vais te partager aussi le mien, qui, je pense aussi, pour le coup, on devrait le partager des avis et être d'accord sur ce dernier point, je pense. Moi, c'est sur le fait que, au final, le poker, aujourd'hui, plus le temps passe, moins on a d'ambassadeurs du poker, d'influenceurs qui valorisent le poker. Le boom du poker a disparu, les industries du poker investissent beaucoup moins. Donc les couleurs du poker, ce jeu qui nous passionne tant, sont en train de dépérir, quoi. Les quelques rares personnes, il y a YoViral, ils sont quand même assez critiqués ce qu'il fait, il essaye d'innover et c'est tout à son honneur. Les rares communautés censées jouer ce rôle, elles ont plutôt tendance à s'orienter sur la toxicité et pas du tout sur un rôle de promouvoir le poker ou d'accompagner les nouveaux joueurs potentiels à se développer. Donc finalement, c'est un désintérêt, c'est contre-productif et on aurait tous intérêt à œuvrer dans le même sens pour le bien du poker, quoi. Donc l'état d'esprit général, je le trouve assez malsain aujourd'hui et je trouve qu'il se dégrade. Et les communautés de poker françaises, soit elles sont pas assez actives, soit elles sont pas dans le bon sens, quoi. Et alors que pourtant, on a plein de grands joueurs de poker. On a vu la Vegas, ça s'est super bien passé. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait apprendre à travers cette nouvelle génération, au fait qu'on commence à devenir finalement une nation qui compte dans le poker. Et si on avait aussi plus de joueurs actifs au développement du poker, on en bénéficierait tous, évidemment, mais après, ils n'ont pas que ça à faire, donc ce n'est pas non plus à eux d'avoir ce rôle, c'est un peu un rôle commun, une œuvre commune pour pouvoir avancer là-dessus, proposer des choses. Après, moi, je désapprouve la formation du viral sur, je n'ai pas du tout la même approche d'apprentissage, etc. Par contre, je trouve ça important qu'il soit là parce que justement, il promeut le poker et on est tous, on en bénéficie tous finalement et le poker est meilleur, tant mieux. Et plus on aura une communauté bienveillante, finalement,
finalement, au lieu que ce soit individualiste, au lieu que chacun soit de son côté, tout le monde se portera mieux et on y gagnera tous, quoi. Donc, s'il y a quelqu'un qui est motivé à s'investir, à créer des projets, à développer le poker à travers des business ou à travers des idées, moi, je suis carrément d'accord pour le discuter avec lui et voir si c'est possible de le faire. Moi, c'est dommage, je pensais qu'on allait être d'accord sur ce sujet de fin, mais j'ai l'impression Ben c'est raté. au, au contraire d'une période d'effervescence incroyable pour le poker en ligne. En live, je connais un petit peu moins, mais j'ai commencé à jouer avant le Black Friday, et j'avais jamais connu ça. Il y a eu l'émergence de tous les Twitchers français. Il y a Chance, il y a Juanito, il y en a plein d'autres. Hein. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est quand même incroyable de faire des audiences comme ça sur le poker. Chance qui arrive à amener des centaines de personnes un lundi midi, c'est complètement fou. Enfin, il y a quelques années, ça aurait été inenvisageable. Il y a les projets de Loïc, ses documentaires, ses interviews vidéo. Les rooms sont... Et c'est Raphaël qui a gagné ce débat. Merci à tous. Bon après-midi. Les rooms sont aussi plus ambitieuses qu'il y a quelques années. À un moment, c'était chaque année, les conditions se dégradaient pour les joueurs. Là, il y a quand même une petite compétition qui s'est relancée sur le rec-back, alors avec certains acteurs qui sont plus motivés que d'autres, mais quand même, ça fait plaisir à voir. Moi, en 2010, quand le .fr est arrivé, je sais plus si c'était 2010-2009, après, ça a été 4 ans de chute sans discontinuer des conditions pour les joueurs. C'est-à-dire que tous les 6 mois, on savait qu'on allait se faire allumer. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins le cas, qu'il y a une stabilité, qu'il y a plein de projets qui se lancent. Donc là-dessus, je suis plutôt positif et optimiste. Il y a eu un effet Covid qui s'est retrouvé dans d'autres communautés en ligne, mais je ne trouve pas que ce soit retombé au niveau d'avant le Covid. Et ouais, plutôt optimiste. Pour la première fois de ma carrière, je suis optimiste sur le futur du poker, enfin en tout cas sur son développement. Après, ce qui compte, c'est le nombre de joueurs qui jouent, tu vois. Parce que si tu as 50 000 personnes qui regardent un Twitch et tu en as 2 qui jouent au poker, parce que pour que le poker se développe, il faut forcément qu'il y ait des événements qui se créent, il faut qu'il y ait des structures qui se créent pour que l'écosystème fonctionne dans sa globalité. Après, je te rejoins, hein, c'est intéressant et important qu'il y ait des Twitchers, qu'il y ait des vidéos comme Loïc. Évidemment que ça bénéficie au monde du poker, mais ça reste quand même mineur par rapport à 2010-2011 où tu voyais du poker, la maison du bluff, tu voyais je ne sais plus combien d'émissions de poker télévisées, tu avais des commentaires de table finale qui étaient régulières. Enfin, ça n'a rien à voir entre aujourd'hui et avant. Tu ne peux pas comparer la qualité de Twitch. Ouais, mais tu peux pas la qualité de enfin, le nombre d'affluence d'un Twitch versus la télé, c'est incomparable sur les chiffres. Hein. Loïc, je sais pas si tu les connais ou non, si je dis n'importe quoi. C'est pour conclure, parce qu'il y a quelques questions dans le chat, donc pour conclure sur vous deux, évidemment que la télé reste encore plus en 2011-2012, hein, restait la mère première. Aujourd'hui, ce serait peut-être plus nuancé. Moi, je suis d'accord. Paradoxalement, pour le coup, là, je suis vraiment d'accord avec vous deux. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec toi, Raph, que moi, je suis arrivé, on était 2013, donc on était déjà au fin fond en train de creuser tous la tombe, là. Ah, c'était horrible, cette période. C'était affreux. Et c'est vrai que depuis quelques années, il y a des choses qui se passent. Tu parlais de moi gentiment, mais chance, voilà, plein d'autres choses. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je suis plutôt optimiste. Et je rejoins juste Romain sur autre chose. C'est vrai que on a l'impression quand même que beaucoup de gens sont partis après, tu sais, la première vague de Covid où les chiffres c'était énorme. On a l'impression qu'on a eu du mal à garder les gens. Après, je crois que les rapports à Argel sont plutôt bons encore. Ils sont bons, mais si tu les dis, tu sens quand même qu'on en a perdu une bonne partie. Ouais. Après, attention. On s'y attendait aussi. Voilà, non, mais c'est pour ça que moi, je suis d'accord avec vous deux. Tout est à nuancer, mais je pense que c'est plutôt positif. Les amis, on a bien débattu, on a débattu quasiment 2 heures. Le chat, si vous voulez poser des questions, c'est maintenant. On se laisse 10 minutes, ça vous dit, pour répondre vite fait aux questions du chat. Parfait. Et comme ça, 14h30, on peut tous aller déjeuner. Si vous avez des questions, les amis, des questions intelligentes, pas du troll. C'est maintenant. Je vous vois venir.
Est-ce qu'il y a quelques questions que j'avais lues tout à l'heure qui étaient très pertinentes? Zébulon qui dit un tips pour être un meilleur joueur. Chacun de vous deux un tips à donner pour être un meilleur joueur. Raph. J'ai conclu, je crois, non, c'est à Romain de commencer. Désolé, oui, Romain, peu importe, là, il n'y a pas de débat. Là, il n'y a pas de débat. Pour être un meilleur joueur, s'entourer 100%. J'en ai parlé plein de fois. Ok. S'entourer, Raph. Ouais, bah, je peux être que d'accord avec celui-là. Et puis, être ouvert d'esprit, ça m'a l'air d'être une bonne approche aussi. De pas rester enfermé sur nos certitudes de il y a 6 mois et d'explorer tout ce qui me semble avoir un semblant d'intérêt. Ouais, tu es en train de parler de t'orienter sur la réflexion et le processus de réflexion. Parce que tout à l'heure, tu n'étais pas d'accord. Aoub qui dit, est-ce que vous pouvez chacun dire un truc gentil sur l'autre? J'aime bien tes lunettes. Ouais. Moi, un truc de gentil, moi je trouve ça quand même performant de votre part d'avoir été les premiers, parce que vous avez quand même été parmi les premiers d'avoir monté une structure. Donc c'est super. Je suis plutôt favorable justement à ce qu'il y ait un maximum de structures, parce que certes on est concurrent, mais on sera toujours plus fort si on est plus nombreux que si on est tout seul, parce que justement on se remettra en question et on cherchera à être performant et à progresser encore plus. Voilà. Non, moi, J'espère que ça va rester. J'espère que tu resteras, évidemment. Je te souhaite que Spinelli fonctionne. Dans le même esprit, c'est que je suis pas du tout d'accord. Je crois que ça s'est vu sur beaucoup de sujets avec Romain. Par contre, je trouve ça assez cool, le centre de formation lui-même au Cambodge, avoir réussi à créer cette communauté. Et je pense que pas beaucoup auraient parié sur la réussite du projet. Donc, GG. C'est pénible de débattre avec toi, mais tu as quand même réussi à monter un truc solide. Trinita, le sport est-il vraiment comparable au poker? C'est Romain là, qui démarre. Ouais, j'ai démarré, mais c'est pas grave. Le sport est-il... Vas-y, répète. Le sport est-il comparable au poker? Sur certains points, ça revient à l'interdiscipline. Il y a certaines disciplines, oui, et d'autres, non. Donc, j'ai pas 10 ans pour les énumérer, malheureusement, mais voilà. Raphaël, putain, vous êtes con avec vos questions des fois. Vas-y, fais-nous. Non, c'est qu'il y a Grenat qui dit l'un comme l'autre, avez-vous remarqué que Loïc piquait du nez de temps en temps? Non, Raph, donc excuse-moi, la question sur le sport. Donc, est-ce que le sport est comparable au poker? Ouais, aussi par certains aspects sur la compétition, etc. Mais bon, je suis moins expert sur le sujet que Romain. Bon, dernière question, les amis. Quel format choisir quand on débute? Alors là, pour le coup, c'est Raph qui démarre. Je pense que tout dépend des objectifs. Si mon ambition, c'était de monter beaucoup d'argent le plus vite possible pour me consacrer à autre chose, je choisirais les spins. Si j'avais un projet all-in dans le poker, comme j'ai déjà évoqué, je choisirais le cash game ou le MTT en essayant de devenir un des meilleurs du monde. Là, sur un format où les profits sont pas capés, sont beaucoup moins capés qu'en spin. Ouais. Ok. Romain? Je rejoins Raphaël sur l'idée d'objectif, mais je rajouterais par rapport à sa motivation, le plaisir qu'on a, c'est ce qu'on a envie de faire. L'outil en soi est secondaire. Si tu kiffes le MTT, tu fais du MTT. Même si le MTT te fait gagner moins d'argent que le spin, parce que le format est plus difficile, c'est pas l'élément le plus important, parce que tu vas faire du spin pour des mauvaises raisons, gagner de l'argent, et puis ça va marcher à un court terme, mais ça va, au bout d'un moment, tu en auras marre et tu vas vouloir arrêter, tu seras plus motivé, ça te fera chier de grinder. Donc du coup, c'est beaucoup plus intéressant d'écouter ce qu'on aime et de faire ce qu'on aime. Écoutez les amis, je vais vous remercier. Je remercie tous d'avoir été présents. On était très nombreux, on était numéro 1. Je vais remercier au nom de notre serre de Spinelite et de Dans le Carré, Chance, une deuxième fois d'avoir accepté de décaler son talk. On lui fait un gros bisou. Et je répète qu'il a l'autorisation de la part de nous trois
d'utiliser ce format s'il veut en rediscuter lui après sur son talk ou quoi. Et on donne son autorisation qu'à lui. Moi, j'aime les gens talentueux, pas les mecs de drama. Merci à tous dans le chat. Merci, mon Raph. On te retrouve partout sur les réseaux sociaux avec Spin Elite et Spin for Win. Hein, c'est ça, parce que maintenant, vous avez Spin for Win avec vous. C'est ça? Ouais, c'est ça, depuis quelques mois, ouais, on a racheté. C'est Spin Elite qui a absorbé Spin for Win, ok? C'est ça? C'est ça, ouais. Ok, très bien. Donc, on retrouve sur tous les réseaux sociaux. Bon, Romain, merci beaucoup aussi d'avoir accepté l'invitation. On te retrouve, toi et notre serre, partout aussi sur les réseaux sociaux, évidemment. Merci. Ouais, Loïc, merci aussi à... Enfin, moi, je voulais te remercier aussi, Raph, parce que ça reste intéressant. Tu as accepté l'invitation et c'est grâce à ça qu'on a ce débat. Parce que même si on n'est pas d'accord, ce qui est intéressant, c'est qu'on réfléchit, c'est que des personnes aient la possibilité de voir différents points de vue. Donc, à partir de ce moment-là, tout le monde est gagnant. Le but, c'est pas de savoir... Enfin, à mon sens, en tout cas, je partage mon point de vue. Le but, c'est pas de savoir qui est-ce qui a raison ou qui est-ce qui a tort, c'est qu'on est tous progressés et on s'est enrichi de visions et de perceptions différentes. Ouais, je vais conclure aussi un petit peu là-dessus. Bisous Loïc, merci pour cette opportunité. Merci Romain pour ces 2 heures de débat. Ça m'a fait plaisir de participer et de découvrir l'animal en live. Et à une On avait déjà fait. Peut-être. On avait déjà fait. Ouais, mais c'était moins. C'était moins dans la confrontation, on va dire. Les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode spécial dans le carré, le clash des coachs. Vous retrouvez la vidéo sur le YouTube de Spin Elite et sur YouTube de Nutser. On vous fait à tous la bise. Prenez soin de vous. Merci à Bacchus d'avoir géré le chat et merci à tous d'avoir été là. Ciao, ciao, ciao. Ciao, salut. À plus.